yourself as you love no other. Be no man's fool and be no man's brother. We're all born to die alone, you know that's the hell of it. Bonsoir à tous. Qui était déjà venu parmi vous aux séances précédentes? Tout le monde. Enfin, personne ne prend le train en marche là aujourd'hui. Ah si, voilà. Enfin, je m'occupe de vous tout spécialement tout à l'heure. Alors, donc, rapidement, Phantom of the Paradise. Donc, ça, c'est pas, encore une fois, par rapport à l'idée du cycle, on progresse chronologiquement. Hein, on a commencé à la fin des années 60 avec le lauréat, et là, on est maintenant au milieu des années 70. Alors, c'est drôle d'ailleurs de se dire qu'on reste assez longtemps au milieu de cette décennie-là, parce qu'il y a beaucoup de films absolument passionnants qui sont réalisés, et qui enregistrent notamment cette idée que voilà, on passe un peu de l'euphorie, si vous voulez, de la fin des années 60, du cinéma de la contre-culture, à un cinéma un peu plus désenchanté. Alors en deux mots, Phantom of the Paradise, c'est un film que De Palma réalise en 1974. Donc il faut savoir que De Palma, c'est un cinéaste new-yorkais, hein, qui vient de New York. Et souvent je vous dis ça quand je vous parle des films, d'où viennent les cinéastes, parce qu'encore une fois c'est important. On ne fait pas les mêmes films quand on est né originaire de New York, de Chicago, d'Atlanta, du Texas ou de Los Angeles. C'est pas le même type de film qu'on fait. Et lui il appartient à cette veine de cinéastes, Cassavetes, Schasberg, il y en a beaucoup d'autres qui viennent de New York et qui ont réalisé en fait des films vraiment presque dans le milieu underground américain à la fin des années 60, extrêmement libre, très influencé par Godard et la Nouvelle Vague. Il fait des films qui sont des films quasi expérimentaux, il fait des courts-métrages à la fin des années 60. C'est le moment où le cinéma américain découvre se met à introduire une série de nouveautés qui viennent à la fois d'Europe, d'Asie, d'autres endroits des États-Unis. Et Greetings, qui est un de ses films les plus intéressants en 68, je vous en parle parce que c'est un film qui est déjà obsédé par deux choses. On pourrait dire d'un côté le cinéma lui-même. Ce qui caractérise le cinéma de Brian De Palma, c'est qu'en fait c'est un cinéma qui passe son temps à dialoguer avec d'autres cinéastes, avec d'autres films. Donc c'est un cinéma qui est aussi un cinéma ultra cinéphile. Chaque plan de Brian De Palma contient une référence à un autre film. Il appartient à cette génération de cinéastes comme Scorsese ou d'autres qui ont été élevés en regardant des films à la télévision et au cinéma. Hein, comme disait Serge Danet, l'univers de Brian De Palma, il a le cinéma comme toile de fond, si vous voulez. Et puis il y a une autre, évidemment, alors on le découvrira, hein, avec des références littéraires, des références de cinéma, évidemment Hitchcock. Et puis, ça on en parlera lors du débat, une autre influence capitale du cinéma de Brian De Palma, on avait parlé la séance précédente, c'est évidemment l'influence de l'assassinat, c'est encore pire là, de l'assassinat de JFK. Donc on vous a prévu au moment du débat, dans la seconde partie de la séance, une projection, ça ira très vite, hein, du fameux film de l'assassinat de JFK. J'en ai parlé la fois d'avant, là on l'a récupéré, et c'est bien que vous puissiez le voir et vous compariez, j'en parle pas encore, avec certaines séquences de Phantom of the Paradise. Et donc là on est en 74. Et Brian De Palma, après avoir fait des films plutôt très très libres, voilà, qui sont très influencés par la Nouvelle Vague, c'est le vent de liberté qui s'ouvre sur Hollywood à ce moment-là, il fait des films à New York, et puis il va débarquer, il va commencer à travailler pour un gros studio qui s'appelle la Warner, un film qui s'appelle Get to Know Your Rabbit, qui va être, alors lui on n'est pas forcément mécontent, mais la Warner n'est pas du tout content du résultat, et va massacrer le film au montage. Et ça c'est une expérience traumatique pour Brian De Palma, et le film que vous allez voir là, c'est en fait le résultat, la conséquence, une des conséquences de ce massacre-là, et du rapport extrêmement sévère, méfiant, voire paranoïaque qu'a toujours eu Brian De Palma avec les studios hollywoodiens. Et Phantom of the Paradise, c'est un film qui est totalement nourri par ça, l'expérience désastreuse qu'il a eue avec un studio auparavant. Je ne vous dis pas comment, vous allez voir que c'est un film qui parle évidemment du statut de l'artiste et de la façon dont il peut travailler ou non avec un système industriel et de production. C'est le sujet de Phantom of the Paradise. Une dernière chose, dès le titre, en fait, la clé est donnée, puisque c'est une déclinaison évidemment du Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. Alors, de façon très directe, et De Palma l'a évidemment souvent dit, le film mélange trois œuvres littéraires, il le mélange de façon extrêmement habile, d'ailleurs vous allez voir, trois influences littéraires très importantes. D'abord, évidemment, le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux, hein,
C'est le fantôme qui hante les couloirs de l'Opéra Garnier à Paris et amoureux d'une cantatrice, hein, qui s'appelle Christine. Donc là, vous allez voir que c'est une des premières influences du film. Vous allez voir comment il retraite ça. La deuxième influence, c'est évidemment le Faust de Goethe, le pacte avec le diable. Je ne vous en dis pas plus. Et la troisième influence, c'est le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Voilà. Vous mettez tout ça dans un shake-up, milieu des années 70, Kennedy, et ça donne Phantoms of the Paradise. Bon. Alors, il faut dire une dernière chose sur le fait que ce que vous allez voir est à la fois, c'est un film qui emprunte à plusieurs registres en même temps, et dès les 3 premières minutes, vous allez voir, on est à la fois du côté de l'horreur, de la comédie et de la comédie musicale. C'est les 3 genres que mélange évidemment Brian De Palma. Il y a peu d'acteurs connus dans le film. Winslow Leach, qui est le fantôme, vous allez voir, est joué par un des fidèles de Brian De Palma, mais que personne ne connaît à l'époque. Le rôle du grand, on pourrait dire du grand Mabuse de tout ce système musical, Swan, est joué par Paul Williams. Paul Williams, il n'est pas connu aujourd'hui, mais il était très connu dans les années 70, aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre. C'est un compositeur de musique pop. Hein, c'est quelqu'un qui écrivait des tubes, mais à la chaîne. Hein, et c'est notamment lui qui joue le rôle de Swan et qui a composé toutes les musiques du film. Pour moi, c'est une des plus belles BO des années 70. Vous la connaissez sans doute. Hein, la bande originale de Phantoms of the Paradise, c'est absolument quelque chose d'absolument incroyable. Bon. Et donc, le film contient relativement peu de stars. À l'époque, je vous en parlerai après, mais De Palma voulait avoir certains autres acteurs. Il aurait par exemple aimé que le premier groupe de musique que vous allez voir soit joué par les Stones. Les Stones n'ont jamais répondu aux demandes de Brian De Palma. Donc c'est un autre groupe qui va incarner, le groupe s'appelle les Juicy Fruits. Les Juicy Fruits qui, une fois traduit, signifient les fruits pressés. Hein, alors ça en dit déjà long sur le statut de l'artiste, hein, qui arrive comme un jus gorgé, un fruit gorgé de jus créatif, et qui après, dans le passage au milieu des majors, n'est plus rien, quoi, hein, qu'une peau qu'on jette. C'est évidemment un des sujets du film. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Bonne projection, le film est relativement court, il dure à peine un peu plus d'1h30, mais vous allez voir, il est plein comme un œuf. Hein, c'est un film absolument flamboyant, incroyable, rempli d'idées de mise en scène. Voilà, pour moi, c'est un des plus beaux films, évidemment, de Brian De Palma. Donc bonne projection, et on se retrouve tout à l'heure. 20th Century Fox presents Phantom of the Paradise, a gothic horror story. What was that? A beautiful love story. Baby, like a circus. A cinematic odyssey through the rock universe. From Greece to glitter and beyond. The story of a sound, the man who created it, the girl who sang it, the monster who stole it, and the phantom who haunts the paradise, the ultimate rock palace. Phantom of the Paradise. My music is for Phoenix. Only she can sing it. Anyone else that tries dies. Phoenix. Phoenix. Well, you told me one time that you'd be somebody, that you weren't working just to survive. B. Snow! Whoa, whoa, wow! Man, you better get yourself a castrato for this. Paul Williams as Swan. And the angels that defeated them. I want you to stop terrorizing the paradise and rewrite your cantata. And the Phantom. Stop and try me, only you might satisfy me, Phantom of the Paradise. There really is the Phantom. Ben voilà. Qui d'entre vous découvrait le film? Ah oui, vous étiez quand même nombreux, donc c'est bien. Et ça vous a plu? Non? Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé ça très mauvais ou qui ne s'attendaient pas du tout à ça? On est là pour discuter, hein, il faut... Au contraire. Non, personne?
Bon, alors, je peux vous dire 2-3 petites choses avant qu'on échange, si vous voulez. Ce qui est très drôle dans Phantom of the Paradise, c'est qu'on pourrait dire... D'abord, c'est un film qui, sous les dehors, assez pop. Et alors, visuellement, c'est un film très impressionnant. Qui est vraiment, c'est tout le côté pop art évidemment de l'époque, le building dans lequel on a Death Records, enfin la société de Swan. C'est quelque chose qui est assez, qui dissimule quand même une immense violence. Je pense que ce qui est très réussi dans Phantom of the Paradise, c'est le mélange. À la fois, on a évidemment des éléments empruntés à l'horreur, ça c'est dû notamment aux sources littéraires, évidemment. Le visage à la fin de Swan, alors qu'il est évidemment démasqué, etc. On a des éléments de comédie presque du côté du grotesque. Hein, vous avez vu la prestation au début des Juicy Fruits, Beef, cette espèce de chanteur de hard rock grotesque. Là, on est complètement... Alors, c'est intéressant de voir que De Palma réserve les séquences grotesques ou les pitreries uniquement aux personnages en fait, que lui n'aime pas. C'est-à-dire que c'est assez intéressant de voir qu'à aucun moment, Phoenix, par exemple, ou bien Winslow Leach devenant le fantôme, ni même le fantôme sont les trois personnages qui ne sont, eux, jamais grotesques, qui ne sont jamais touchés par cette espèce d'effet un peu burlesque. Les autres sont évidemment complètement ridicules. Et en même temps, c'est un film extrêmement violent, au fond, sur ce qu'il raconte. Hein, c'est assez intéressant de se dire que à la fin des années 60, Brian De Palma donnait des entretiens, et c'est quelque chose qu'il a d'ailleurs toujours obsédé, suite à l'expérience dont je vous parlais au tout début, hein, dans son rapport avec les studios, comment il avait été, il s'est rendu compte que travailler avec les studios c'était très compliqué, c'était un rapport quasi faustien. Il avait, comment garder son intégrité artistique quand on travaille avec des grandes structures comme ça, parce qu'il a plutôt travaillé comme indépendant au début. Et le film raconte ça. Hein, le film raconte deux choses. Un, la difficulté évidemment de garder son intégrité. Hein, enfin, il raconte plein de choses. On pourrait y revenir. Tous les thèmes du film sont assez intéressants si on les met dans le bain d'aujourd'hui, quoi, si vous voulez. Hein, je veux dire, qu'est-ce qui a changé entre l'époque de Fantôme d'il y a 40 ans et maintenant? À mon avis, pas grand-chose. Je dirais même que tout Phantom of the Paradise s'est intégralement réalisé. Le recyclage, la récupération, la suppression de l'intégrité, tout est déjà dans Phantom of the Paradise. Et ce qui est intéressant, c'est de voir combien le film raconte la façon finalement, à mon avis, c'est le vrai sujet. C'est pour ça que c'est un film intéressant sur les 15 années 70 qui à cette époque est obsédé par cette question-là. C'est que, pour le dire vite, à la fin des années 60, au tout début du nouvel Hollywood, les cinéastes américains croient, ça ne va pas durer longtemps, ça va durer 2-3 ans, croient vraiment que les valeurs de la contre-culture vont pouvoir s'imposer à Hollywood. Ils croient vraiment ça. Et d'ailleurs, ils font des films qui révolutionnent le cinéma américain, aussi bien du point de vue des thèmes que de la forme, que de ce qui est dit. C'est très osé, si vous voulez, à l'époque, bon, évidemment. Et en même temps, on se rend compte qu'au fur et à mesure que les années passent, il y a une récupération par le système de toutes les valeurs de la contre-culture. Et récupération mercantile, si vous voulez. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en 73-74, c'est le moment de la gueule de bois du cinéma américain. Ce moment-là, si vous voulez, après le Vietnam, après le Watergate, etc. Là, on n'a plus du tout cette fameuse euphorie du début. Et on se rend compte qu'en 73-74, c'est un des sujets qui traverse plusieurs films. Il y a un film qui est réalisé 1 an plus tard par Sidney Lumet, qui est un des grands cinéastes de cette époque-là, et pas uniquement d'ailleurs, qui s'appelle Network. Je ne sais pas si c'est un film qui vous dit quelque chose, qui est un film absolument phénoménal. Alors, on aurait pu le programmer, par exemple, celui-là, écrit par Paddy Chayefsky. C'est un film incroyable sur la télévision, qui se passe dans l'univers de la télévision au milieu des années 70. Et c'est une des obsessions aussi du film de Sidney Lumet, c'est la façon dont tout ce qui appartenait, on pourrait dire, à la marge, à la contre-culture, aux idées alternatives, tous ces gens qui luttaient, qui voulaient imposer une autre forme, on pourrait dire à la fois de politique, de vie, de système, etc., ont tous été dévitalisés, récupérés. En gros, ça raconte comment est-ce que Che Guevara devient à un moment donné un pins, si vous voulez, sur le t-shirt de quelqu'un qui se balade chez Ikea, quoi. C'est ça l'idée de Network, et c'est ça l'idée de Phantom of the Paradise. Parce que il y a plusieurs séquences qui le montrent, évidemment. Il y a d'un côté
l'histoire du fantôme, de Winslow Leach d'ailleurs, qui, alors vous avez vu que c'est assez beau d'ailleurs, parce qu'à la différence du fantôme de l'opéra, la personnalité de Winslow Leach, une fois qu'elle disparaît, elle disparaît. Il n'y a pas l'effet Jekyll et Hyde, si vous voulez. Il n'y a pas cette idée que par moment, il redevient un peu humain. Dark Phoenix ne le reconnaît même pas, sauf à la fin, on se dit qu'elle comprend au moment où il va mourir que c'était peut-être celui qui au début l'aidait à chanter, alors qu'ils allaient dans une sorte de maison close déguisée en studio de casting, si vous voulez. Mais en fait, à part l'axe, on va dire fantôme Swan, c'est une histoire dont on va parler, on va voir comment tout ça évolue. Le reste, c'est assez passionnant de se dire finalement que tous les autres, il y a plein de séquences dans le film qui racontent comment cette contre-culture elle est complètement récupérée. Le film s'ouvre avec une séquence rétro. C'est le moment American Graffiti, si vous voulez, le côté rockabilly. Il y a toute la façon dont Swan théorise en permanence. Le rétro, ça marche maintenant. Demain, c'est fini. Je vous donne le futur, c'est bif. C'est l'homme qui fait les. Swan, il incarne le système. Voilà. En gros, c'est ça, si vous voulez. Il incarne le système, et le système s'appelle Death Records. C'est de façon extrêmement symbolique, très très claire. C'est ce qui met à mort, littéralement, les gens qui travaillent pour lui. Bon, donc le système, c'est la mort, si vous voulez. C'est pas la mort forcément littérale, comme dans le film, mais c'est la mort, en tout cas, de la singularité, etc. Et ce qui est assez beau dans le film, c'est qu'il y a plusieurs séquences qui montrent comment ce qui a été à une époque, dans la culture américaine, des choses assez nouvelles. Je pense les Afro-américaines. Il y a cette grande séquence où on voit Swan au centre d'une table, vous vous souvenez, sous la forme d'un disque. Et là, on voit passer différentes modes, et c'est extraordinaire parce qu'on a d'abord l'espèce de Pointed Sisters qui sont là complètement ridicules. Après, on a un type qui est une sorte de pseudo Bob Dylan, Pete Seeger, enfin cette grande tradition de la folk song engagée qui est là et plus qu'une espèce de signe complètement vide qui renvoie plus à rien. Et ensuite, on a toute la musique, on pourrait dire tout le côté Motown, si vous voulez, Diana Ross avec ses trois femmes afro qui chantent, et arrive évidemment le type le plus grotesque. Celui qui va être pris, c'est Biff avec son accord de guitare électrique, etc. Et cette séquence, en fait, elle dit absolument tout. Ce qu'est devenu, parce que ces choses-là, Bob Dylan, la folk song engagée, c'était des choses extrêmement importantes dans la culture américaine, évidemment, mais même dès la fin des années 50. Et là, à la fin des années 60, il y a encore ce moment où on croit que c'est encore possible. Et là, ce que filme Brian De Palma, c'est comment est-ce que le système, en fait, récupère un individu avec son œuvre, c'est ça qui est passionnant, et finalement il le dévitalise, exactement comme une dent, quoi, si vous voulez. Et à la fin, il reste plus que le signe. C'est un autocollant, c'est un type qui ressemble à Bob Dylan, mais en fait qui n'a plus rien du contenu de ce qu'il était au début. Et cette séquence, elle est intéressante parce qu'à mon avis, elle résume à peu près tout le film. On voit les différentes icônes, et peut-être que si le film était réalisé aujourd'hui, on passerait par différentes modes. Il y aurait du disco, il y aurait du R&B, il y aurait du rap, enfin il y aurait différents courants qui nous montreraient comment est-ce que le système qui est incarné évidemment par Swan, lui qui est entre parenthèses est immuable. C'est ça qui est évidemment intéressant. C'est la jeunesse éternelle de Swan, elle renvoie aussi évidemment à ça. Et elle est immuable. Pourquoi ? Parce que c'est un pacte avec le diable. Et le diable, évidemment, dans le film, c'est la société de consommation capitaliste. C'est ça que raconte évidemment le film de façon extrêmement directe. Dès lors qu'on pactise, pour le coup, avec le système, on pactise forcément avec le diable. Et il y a ceux qui s'en sortent et qui l'acceptent très très bien, comme les Juicy Fruits, ces gens-là, qui sont pressés. Ils arrivent, voilà, et hop, ils sont pressés, ils dégagent, ils sont finis. C'est-à-dire qu'il y a une grande violence de la part de Swan, qui décide de dire en permanence, vous avez vu au début cette séquence, lorsqu'on ne le voit pas apparaître encore, là, il apparaît entre parenthèses dans le film, exactement comme Don Vito Corleone dans Le Parrain de Coppola. Alors c'est intéressant parce que De Palma, qui est un grand cinéphile, en faisant apparaître Swan comme le parrain, il apparaît qu'au bout de 20 minutes. Je ne sais pas si il met du temps à apparaître Swan au début, c'est rien, c'est des gants blancs, d'ailleurs c'est même nous. Alors, vous avez vu comme Phil Bean, son assistant, le gros, s'adresse à la caméra pour s'adresser à lui. Donc on sent évidemment qu'on a un personnage babusien, tout puissant. Et Swan, en fait, si vous voulez, n'apparaît au bout de 20 minutes comme le parrain de Coppola, ce qui désigne, alors quand on a vu le film de Coppola, qui à l'époque était évidemment un super succès,
qui désigne aussi les activités de Swan comme des activités mafieuses, hein, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il apparaît dans le film comme un mafieux, Swan, dès le début, hein, si vous voulez. Et le film raconte ça, hein, la récupération, parce que, et la métaphore du film, c'est la métaphore du cinéma américain de l'époque. Hein, c'est comment toutes les énergies contestataires qui ont fait la contre-culture, le cinéma, la musique, etc., tout ça, au mi-temps des années 70, c'est complètement récupéré et c'est complètement dévitalisé et sont plus que des guignols. En fait, sont plus que des enveloppes, sont des marques, hein, sont des attitudes, sont des signes. Hein, il faut lire Baudrillard là-dessus, hein, c'est consommation. C'est plus rien. C'est-à-dire que ça a été totalement vidé du contenu. Alors ça, c'est à mon avis une des grandes modernités du film. Et De Palma le disait. Il disait de toute façon le système hollywoodien fonctionne de façon extrêmement claire. Il voit arriver effectivement des talents qui viennent d'ailleurs, des gens un peu singuliers, etc. Ce qui était la métaphore des cinéastes du Nouvel Hollywood à la fin des années 60. D'un seul coup, il va les couvrir d'or et d'Oscar. C'est exactement ce qui se passe, évidemment, avec les Coppola, Scorsese, Altman. Et puis un jour, ces gens-là, à force d'avoir été couverts d'or, à force d'avoir été intégrés par le système, en fait, perdent leur essence. Hein, c'est pour ça il y a dans l'histoire du cinéma hollywoodien et des cinéastes, beaucoup de cinéastes, et en France ça nous semble toujours bizarre, qui passent leur temps à faire des allées et venues entre le système et les indépendants. Ferrara étant un bon exemple de ça récemment. Ferrara, on a toujours l'impression que on se dit mais comment le type qui fait là un film avec 200 000 $ dans son appartement à New York a été le même qui a pu faire Body Snatchers à une époque en plein cœur de la machine hollywoodienne. Mais ça c'est un truc qui est caractéristique du cinéma évidemment américain, c'est que comme vous valez ce que vaut votre dernier film, si votre dernier film ne marche pas, vous êtes dégagé. Alors qu'en France, on n'a pas, évidemment, on a moins ce rapport-là. En France, il y a beaucoup de cinéastes qui font 3, 4, 5 films qui ne marchent pas et qui continuent pourtant à trouver des fonds et des subventions pour les faire. Aux États-Unis, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Les majors, les grands studios américains financent un cinéaste dès lors qu'il a du succès. Il suffit qu'il ait un échec, un semi-échec, et d'un seul coup, il sort évidemment complètement du jeu. On en reparlera d'ailleurs à l'occasion de la toute dernière séance du cycle avec Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. J'en profite pour vous dire que là, la Porte du Paradis est ressortie en salle il y a quelques jours. La Porte du Paradis, on terminera le cycle avec ça, puisque c'est le film, pour plein de raisons sur lesquelles on reviendra, qui marque la fin absolue de Nouvelle Hollywood. Et Cimino, c'est l'exemple mais radical de ça. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a été on peut dire le pape d'Hollywood en 78, qui pouvait tout faire après Voyage au bout de l'enfer. Succès phénoménal, 5 Oscars, il avait tous les producteurs hollywoodiens à ses pieds. Il avait carte blanche, et il s'en est servi de cette carte blanche, il a fait Heaven's Gate, et le film d'après, il est tombé, il est quasi diabolisé, c'est-à-dire qu'il est devenu persona non grata. Et d'ailleurs, c'est un homme qui, 30 ans après, ne s'en est toujours pas remis. Il a continué à faire quelques films, mais c'était fini pour lui. Donc il y a une dureté, évidemment, très très importante dans ce système, que raconte aussi De Palma. Et De Palma a été, pour moi, c'est un des intérêts de la filmographie de Brian De Palma, parce qu'il y a eu Phantom of the Paradise, parce que Phantom of the Paradise c'est son 8e film, juste avant, il a réalisé quelques films donc à New York qui contiennent déjà les thématiques de Palma, son goût de la citation, de la cinéphilie, son rapport au système, le goût des personnages toujours marginaux. Une des caractéristiques du cinéma de Brian De Palma, c'est que souvent des personnages qui sont un peu en marge du système, si vous voulez. Alors au début, ça a été un peu fantastique, c'est des gens qui avaient des dons, télépathie, choses comme ça, et peu à peu sont devenus juste des marginaux. Et il a réalisé ensuite un film qui s'appelle Sisters, vous avez peut-être vu, un film qui s'appelle Sœurs de sang, un film assez beau d'ailleurs je ne vous raconte pas l'histoire, on imagine 2 sœurs jumelles, c'est une sorte de thriller hitchcockien, là pour le coup intégralement hitchcockien, absolument formidable. Et après ce film-là, il a réalisé Phantom of the Paradise. Et après, De Palma fera plusieurs autres films, dont Fury, vous avez sans doute vu, Pulsion, qui a eu un succès phénoménal. 83, c'est le film que même les gens qui ne connaissent pas De Palma ont vu, c'est Scarface. C'est assez drôle d'ailleurs, moi j'en parle souvent avec des gens, en fait le nom de Palma n'est même plus attaché à Scarface, tellement Scarface a pénétré dans on pourrait dire la culture pop aujourd'hui. C'est sans doute un des films les plus qui a eu de ces 30 dernières années qui a eu le plus d'influence sur la pop culture contemporaine. C'est évidemment Scarface de Brian De Palma. C'est quelque chose d'incroyable. Et après il fera d'autres films comme Body Double, etc. Mais Fantôme, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui très très tôt prend conscience de ça. Cette idée effectivement que les énergies de la fin des années 60 et Winslow Leach, d'une certaine faççon, c'est le nouvel Hollywood de 68-69. Qui va pactiser avec les studios du milieu des années 70. Et là, il est évidemment totalement broyé.
Hein, si vous voulez. Et ça raconte ça. Hein, et donc tout le problème, évidemment, c'est comment... Donc c'est un film qui nous explique aussi pourquoi le nouvel Hollywood, un jour, s'est achevé. Hein, c'est ça, évidemment, qui est très intéressant. La façon dont les studios cherchent, évidemment, des modes, les fabriquent intégralement. Le film est aussi extrêmement sévère à l'égard du public. Hein, parce que c'est un film très violent, Phantom of the Paradise. Évidemment, Swan est terrible. Évidemment, les gens qui participent de ça sont terribles, etc. Et en même temps, le public aussi. Le public, c'est une masse abrutie. Pendant 1h30, on a des gens qui sont là, qui ne comprennent rien à ce qu'ils sont en train de voir, qui n'ont aucun goût. Du jour au lendemain, ils sont capables de brûler une idole et d'adorer le contraire. Hein, c'est vraiment, pour moi, c'est presque une des choses les plus inquiétantes de Phantom of the Paradise. C'est qu'évidemment, il y a des grands Manitou, l'industrie du disque qu'incarne Swan, hein, qui manipule tout ça. Mais au fond, le pire, c'est que les spectateurs sont les consentants, hein, ceux qui permettent à ce système, évidemment, d'exister. Et d'ailleurs, la séquence de fin sur laquelle on va revenir, il y a 2 séquences géniales dans le film. Enfin, les 3 grandes séquences de spectacle, si vous voulez. Celle qui ouvre le film avec les Juicy Fruits, on voit donc ces 3 types en train de chanter, et qui montrent déjà une sorte de porosité entre le monde de la scène et les spectateurs, puisqu'ils par moments ils vont aller sauter sur des filles qui sont au début en train de les écouter. La seconde séquence, qui est la création façon Frankenstein de Biff. Hein, ça aussi, c'est une métaphore, on pourrait dire presque, du travail de l'industrie du disque. Alors, c'est à la fois une métaphore du travail de Brian De Palma, qui est l'homme qui s'amuse à prélever à différents endroits, dans différents films, chez différents cinéastes, des séquences. Hein, c'est Hitchcock, c'est Michael Powell. Les Chaussons Rouges est un film qu'avait beaucoup vu Brian De Palma lorsqu'il va faire Phantom of the Paradise. Hein, pour lui, c'est comme beaucoup de cinéastes de sa génération, d'ailleurs, comme Scorsese ou Romero, Les Chaussons Rouges, pour eux, c'est le film de Michael Powell, hein, de 48, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un chef-d'œuvre. Pour eux, c'est le grand film sur ce qu'est la création artistique, hein, qui doit affronter justement un système financier. C'est Les Chaussons Rouges, évidemment. Et donc, dans la seconde grande séquence, là, on pourrait dire qu'on est passé du rockabilly. Après, on a eu un peu les Beach Boys, parce que évidemment, c'est tout ça, sont que des pastiches, hein, des groupes de l'époque ou des vagues de l'époque. Les Beach Boys, c'est le moment où la première bombe est posée par le fantôme, avec le premier split screen. Le split screen, c'est l'écran partagé. Et d'ailleurs, c'est une séquence qui est une reprise déguisée de la séquence d'ouverture de La Soif du Mal d'Orson Welles. Hein, De Palma a repris cette séquence. Vous avez tous vu La Soif du Mal d'Orson Welles, hein, donc cette séquence est une reprise de La Soif du Mal. Et donc après cette séquence-là, on arrive avec Kiss, quoi, si vous voulez. Hein, les Undead, le groupe, hein, qui accompagne Biff. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, parce qu'il me semble que la première fois qu'on voit le film, on ne remarque pas forcément, c'est que les membres du groupe Undead, ce sont les Juicy Fruits. Hein, ce sont les mêmes, hein, acteurs, c'est des gens qui s'en foutent complètement, c'est vraiment les gens utilisés par l'industrie qui est capable de passer d'un style à un autre absolument sans aucun problème, et donc sont évidemment les mêmes acteurs. Et de là, arrive cette fameuse créature Biff, hein, cette créature frankensteinienne. Donc je disais que c'était une métaphore à la fois du cinéma de Palma, qui est un grand cinéma du prélèvement, du collage, et qui à partir de là finit par faire un film, qui est le corps de Frankenstein, enfin de la créature de Frankenstein. Et c'est aussi évidemment une métaphore du système, hein, et sa capacité à être dans le recyclage, hein, constant. Et là, qu'est-ce qu'on recycle évidemment? C'est les corps, les faux corps, d'ailleurs des spectateurs. Et moi, il y a quelque chose que j'adore dans cette séquence-là, je ne sais pas si vous l'avez ressenti en voyant le film, c'est que je pense, peut-être pas à la seconde vision, mais à la première vision, lorsque on voit les 3 membres du groupe avec leurs couteaux, leurs faux, etc. On a, alors je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais pendant une demi-seconde, on pense que ça a vraiment lieu. Donc on pense qu'ils vont vraiment couper le bras d'un spectateur ou prendre leur torse ou leur tête, etc. Évidemment, ça c'est à cause du montage génial de Brian De Palma, c'est qu'on a cette espèce de micro-doute, mais non, évidemment c'est du faux et c'est reparti. Mais ça j'y reviendrai parce que la question du vrai et du faux dans le film, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est de l'ordre du spectacle et qu'est-ce qui est de l'ordre de la réalité, c'est quelque chose qui est, à mon avis, le grand sujet de Fantôme, hein, qui est, on pourrait dire, sans cesse confus. Hein, la fin du film est géniale. On ne sait plus où est la réalité et où est le spectacle. Hein. Alors c'est un film, c'est très Guy Debord, Baudrillard, la fin de Phantom of the Paradise. C'est que non seulement à la fin du film, on se rend compte que le réel ne s'oppose pas au spectacle. En l'occurrence, le réel, c'est quoi? C'est la mort.
c'est le démasquage du fantôme, etc. Non seulement il ne s'oppose pas au spectacle, mais il l'amplifie. Hein, ça, pour moi, c'est le truc vertigineux de Phantom of the Paradise, c'est évidemment ça. C'est comment ils se rendent compte que... Mais même quand Biff meurt, c'est l'acmé du show, quoi. Alors que ça devrait être ce qui arrête le spectacle, hein, un peu comme, je sais pas, dans Altamont Speedway, le Gimme Shelter des Stones, hein, la fameuse mort d'un des spectateurs pendant le concert des Stones en 69. Là, ce qui devrait arrêter le spectacle, il y a un accident. Biff est électrocuté sur scène, et c'est là que De Palma est très moderne. C'est que plutôt que d'en faire un accident, d'un seul coup tout s'arrête, et effectivement, rideau, et puis éventuellement on rappelle les gens, et puis Phoenix rentre en scène et chante. Là, pas du tout. Pour les spectateurs, c'est le clou absolu du spectacle. Et donc ce qui est de l'ordre du réel, hein, est totalement absorbé par le spectacle immédiatement. Et ça, c'est quelque chose d'une modernité incroyable. Hein, aujourd'hui, on sait toujours combien est-ce que quand on oppose le réel au faux, le réel n'est jamais, comme disait Guy Debord, qu'un moment du faux. Hein, le vrai est un moment du faux et le faux est un moment du vrai. Et donc cette espèce d'indistinction-là, De Palma la met en scène à la fin de façon absolument géniale. Mais je reviendrai. Et donc, tout ça pour dire que la seconde séquence de spectacle, elle est importante parce qu'elle montre, elle montre l'évolution de la façon dont De Palma filme tout ça. C'est cette fois, on pourrait dire que la conflagration, si vous voulez, des espaces entre le public et la scène prend des proportions énormes. On va se servir même auprès du spectateur. C'est une très très belle métaphore, évidemment, hein, sur ce qu'en fait on donne aux gens ce qu'ils veulent. Hein, donc on va prendre un peu d'eux-mêmes, on le met sur scène, on a un type absolument ridicule et grotesque, Biff, qui apparaît, mais qui est une pure création totalement artificielle. Parce qu'évidemment, là où le film, et ça c'est le problème de Palma, c'est que tout est hyper à tiroir en permanence, là où le film est assez passionnant, c'est qu'avec du faux, hein, il crée du vrai. C'est-à-dire qu'avec les faux membres en tissu dans l'assistance, on finit par créer un vrai personnage. En l'occurrence, Biff qui arrive et qui se met à chanter. En même temps, on peut penser plein de choses à partir de cette idée-là. Ou bien on se dit qu'on fait du faux avec du vrai, ou bien on se dit qu'on fait avec du faux quelque chose qui a l'air vrai, et moi je pense que c'est ça, mais qui au fond est tout aussi factice. C'est-à-dire qu'on croit que c'est vrai, mais Biff est aussi faux que les bouts de tissu à partir desquels il est constitué. Hein, et c'est ce que raconte le film. À aucun moment, le film n'oppose le vrai et le faux. Hein, je dis une bêtise, c'est qu'il l'oppose dans les 20 premières minutes, quand il y a encore Winslow Leach, humain, qui chante sa cantate, etc. Ça, on pourrait dire, c'est le moment de l'innocence. Le film, il est divisé en deux parties. Il y a avant le moment où Winslow devienne le fantôme, et après. Hein, le film, il est divisé en deux parties. Le moment Winslow Leach, si vous voulez, puis le moment fantôme. Au moment Winslow Leach, c'est encore un monde à l'ancienne. Hein, l'innocence, il incarne ça, l'intégrité évidemment contre la récupération, le vrai contre le faux, etc. Et le film met en permanence ça en scène. Et d'ailleurs, Winslow Leach, c'est assez drôle, c'est qu'il apparaît dans ce monde déjà comme une erreur. C'est une anomalie dans ce monde-là. Alors ce monde qui est intégralement corrompu et vendu à la solde Swan. Où qu'il aille, ça qui est assez beau, c'est qu'il est confronté à Swan. La fondation Swan quand on lui arrache les dents, les policiers qui sont payés par Swan, etc. Façon de dire pour Brian De Palma, le système n'a aucun contour. Il est totalisant. Où qu'on aille, c'est pas passé. Death Records, c'est pas que le disque. Hein, c'est que dès qu'on se tourne vers les gens, dès lors, c'est évidemment l'argent qui produit ce pouvoir-là, et dès lors qu'il y a cet argent-là, les institutions sont bien plus faibles, hein, que cet argent-là. Ce qui fait qu'on voit la police, la prison, partout, c'est comme ça. Et j'aime, on en parlait avec Parallax Zoo l'année dernière, souvenez-vous, le mois dernier, pardon, quand on se disait qu'effectivement, la grande force de la cause d'assassinat de Pakula, c'est de passer d'une conception un peu fermée du réseau, un peu en pyramide, cette idée qu'on monte au sommet et qu'on a une tête, le chef, et qu'une fois qu'on a coupé la tête du chef, et bien le réseau s'effondre. On passait de ça à un système totalement réticulaire, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un système de rouage, et qu'au fond, il n'y a plus de limite au réseau, on ne sait jamais où ça s'arrête, et que si on coupe une tête, une autre va repousser tout de suite. Et Phantom of the Paradise est un film qui raconte exactement ça. C'est pour ça que dès le départ, Winslow Leach, c'est déjà... il appartient déjà au passé. Hein, c'est une des dernières erreurs dans le cadre, même, on pourrait dire même dans sa façon d'être. Hein, il est toujours différent des autres. Lorsqu'il se déplace dans l'escalier pour aller aider Phoenix, par exemple, c'est atroce, c'est le seul qui a l'air normal. Mais dans un monde complètement fou, il a l'air anormal lui-même. Donc il est toujours traité comme une anomalie, parce que le système ne le tolère pas et va bientôt évidemment l'absorber, récupérer sa cantate et l'absorber lui. Et donc...
le premier moment du film, en tout cas les 20 premières minutes, ça raconte presque un système à l'ancienne. On pense qu'on a Winslow Leach, l'artiste génial, innocent, sincère, contre l'horrible industrie du disque fondée sur le faux, le recyclage, etc. Et puis, lorsque, évidemment, il va subir ces différentes mésaventures, avoir le visage pressé, etc., il tombe dans la rivière, la East River, et là, le personnage de Winslow Leach, et donc tout ce qu'il incarne disparaît en même temps dans le film. C'est pour ça que quand je vous disais au début, c'est pas Jekyll Hyde, c'est intéressant ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a Winslow Leach qui se remet à parler ou à penser, etc. À la toute fin du film, lorsqu'on le voit qui tend son bras et que Phoenix le reconnaît, il y a comme un souvenir de ce qu'il a été. Mais mais Winslow Leach disparaît du film. Donc on passe d'une identité à une autre. Et c'est une façon, pour combattre Death Records, pour combattre le système, Winslow Leach devient lui-même un agent du système. Il se déguise, il devient un fantôme, il comprend que c'est pas en opposant les valeurs anciennes, l'innocence, le talent, l'intégrité artistique, qu'on va pouvoir effectivement faire quelque chose. Il fait du terrorisme, d'une certaine façon. Le fantôme. Et donc le film, il est vraiment divisé comme ça en deux moments. Le premier moment, c'est presque le principe du réseau à l'ancienne, et le deuxième moment, là plus du tout, et tout se mélange. C'est pour ça que moi, il y a quelque chose que je trouve génial dans Fantôme, c'est que à chaque fois, si vous voulez, c'est un film qui utilise beaucoup de couples. Le vrai, le faux, le spectacle, la réalité. Il y a beaucoup de couples qu'on peut former en faisant une liste, si vous voulez. Et là où il est moderne, c'est qu'il passe son temps à tout mélanger. C'est-à-dire qu'il n'oppose jamais les termes, il les fait tournoyer entre eux. C'est ce que je disais sur le vrai et le faux. À aucun moment, le film n'oppose le vrai ou faux. Il nous dit de toute façon, dans cette société-là qui est en train d'arriver, d'où cette foule de spectateurs à la fin, évidemment, le faux et le vrai, en fait, tournoient ensemble. Il n'y a pas opposer le vrai au faux, c'est stupide. Le vrai est un moment du faux, évidemment, parce qu'on est totalement du côté de l'illusion. Ce qui fait que quand vous regardez donc ces fameuses 3 grandes séquences de spectacle, on voit comment elles évoluent. Au début, les Juicy Fruits vont un peu vers la foule, mais la foule ne vient pas vraiment. Il y a encore une petite frontière. Dans le deuxième moment, là, on est dans une espèce de porosité beaucoup plus importante, et la créature du show est même créée à partir des spectateurs. Et le troisième moment, là c'est l'invasion absolue, c'est le happening total, qui renvoie à un film qu'avait réalisé Brian De Palma à la fin des années 60 qui s'appelait Dionysus in 69, qui était un film qui racontait ça, c'est presque une reprise de cette séquence-là. Et à la toute fin du film, là on a un mélange absolu où tout, c'est-à-dire que la séquence de fin elle est géniale, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, cette espèce de côté à la fois dionysiaque, orgiaque, complètement fou, et en même temps autour du vide. Il ne se passe strictement rien. Alors la séquence s'ouvre avec on va assassiner en direct à la télévision. Alors, après on va vous passer Jean-Paul, on va passer Zapruder bientôt, parce que je voudrais montrer le film Zapruder. Et donc c'est le moment, si vous voulez, on n'est plus que dans la mise en scène. C'est-à-dire que pour que la séquence ait un sens pour les spectateurs, qui sont là évidemment dans cette espèce de théâtre-là, il faut qu'elle appartienne, que les événements appartiennent au spectacle lui-même. Ce qui fait que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le moment de la réalité, qui devrait normalement bousculer cette espèce de spectacle, l'arrêter, l'interrompre, pas du tout. C'est que la réalité, non seulement elle ne s'oppose pas au faux, mais alors elle porte presque à un degré incandescent, si vous voulez. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Le moment où Swan est porté, c'est terrible, cette séquence où il est porté par la foule, parce qu'il n'y a plus de distinction. C'est ça qu'il faut, à mon avis, bien comprendre dans Fantôme, c'est que De Palma décrit un monde dans lequel la distinction de l'illusion et de la réalité, du vrai et du faux, ne fonctionne pas. Voilà, c'est ça. Que pour les spectateurs, la distinction, elle fonctionne entre une illusion, on pourrait dire qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, entre un spectacle qui est vraisemblable ou pas, mais pas du tout sur le mode du c'est vrai ou c'est faux. Vous comprenez ça? Et ça, je trouve que le film, de ce point de vue-là, il a quand même, il a 40 ans bientôt, il est extrêmement moderne. C'est pour ça que c'est un film qu'on pourrait totalement revoir aujourd'hui et en tirer, à mon avis, toutes les leçons qu'on voudrait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a absolument pas changé. Et ça, De Palma le saisit quand même dès le milieu des années 70, sous une forme extrêmement ludique, évidemment, parce que c'est un film, par ailleurs,
Enfin, c'est un film très agréable. Là, je vous avais parlé des références au début, vous avez tous repéré. Hein. Dorian Gray, si ce n'est que cette fois, c'est pas un portrait, mais on est passé à l'âge de la vidéo. Enfin, vous voyez, bon, Faust, évidemment, Le Fantôme de l'Opéra, avec évidemment quelques petites variations, hein, si vous voulez. Mais en gros, c'est enfin, les influences littéraires, elles sont dans le film extrêmement claires. Hein. Mais alors, il y a quelque chose qu'on va vous passer maintenant. Pour ceux qui étaient là la fois d'avant, pardon hein, pour les tout nouveaux. On avait, à propos de la cause d'assassinat d'Anne Pakula, je vous avais beaucoup parlé de l'influence donc de ce petit film d'assassinat de Kennedy sur le cinéma américain des années 60, fin 60 et des années 70, et en vous disant que à cause de l'assassinat de Pakula était une relecture intégrale hein, de l'assassinat de Kennedy. Bon, la plupart des cinéastes américains de l'époque ont été marqués par ça. Arthur Penn, évidemment, peut-être un des premiers. Hein, je vous rappelle qu'Arthur Penn avait été le conseiller technique de Kennedy, de la famille Kennedy d'ailleurs, mais de Kennedy lors de ses débats avec Nixon. Hein, c'est lui qui avait décidé de filmer de telle ou telle manière JFK dans son débat contre Nixon. D'ailleurs, cette anecdote assez drôle, puisque à l'époque, on pensait que c'est au moment du débat télévisé de 61 que Kennedy a gagné la campagne présidentielle. Hein, et notamment grâce à l'image. Et il y a une anecdote assez drôle d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, dans les débats télévisés de campagne présidentielle américaine, on ne cadrait pas en gros plan les candidats. Ils étaient cadrés en plan américain, en gros à la taille, si vous voulez. Ou debout, évidemment, en plan d'ensemble, mais à la taille. Bon. Et on ne les cadrait pas en gros plan. Et ce jour de 61, Arthur Penn, qui lui est un jeune cinéaste, qui a fait quelques films du théâtre, et donc très ami avec la famille Kennedy, il dit à la famille Kennedy, bon, bah, c'est moi qui vais m'occuper de la mise en scène du côté Kennedy, hein, du débat, alors que d'autres s'en occupent du côté Nixon. Et au cours du débat, il a l'idée, et d'ailleurs Arthur Penn, ça lui faisait plaisir de penser qu'il avait aidé à l'élection de Kennedy, il a l'idée au cours du débat, à la fin du débat, de faire un gros plan du visage de JFK. Bon. Et le problème, c'est que l'équipe en face, qui n'était pas très rompue à ces techniques-là, ils avaient des types de télévision, mais pas du tout des gens de la trempe d'Arthur Penn, et les consignes qu'avait donné le clan Nixon face à Kennedy, c'est de dire, écoutez, on fait exactement comme ils font. S'ils font du plan d'ensemble, on fait du plan d'ensemble, travelling, enfin bref, on reproduit leur mise en scène exactement. Et là, Arthur Penn l'entend un piège, il fait un gros plan, et eux, comme des crétins, tout de suite derrière, décident de faire un gros plan de Nixon. Et évidemment, c'est connu qu'à l'époque, le gros plan de Nixon, tout suintant, avec son costume gris, son sourire figé, etc., va ruiner l'image de Nixon et lui faire perdre ce point qui aurait permis l'élection. Et Arthur Penn était très content en disant c'est grâce à ce gros plan que JFK a été élu. Bon, c'est un détail, quoique ça l'est pas vraiment, mais c'est intéressant parce que Arthur Penn a donc été très très proche du clan Kennedy. C'est même lui d'ailleurs qui débutera la campagne de son frère Robert Kennedy et avant là aussi son assassinat. Et d'ailleurs après il arrêtera totalement avec les Kennedy, il sera complètement dégoûté de toutes ces histoires évidemment. On peut le comprendre. Et dans tous les films d'Arthur Penn, il y a évidemment une référence à l'assassinat de JFK, qui, dans l'histoire de l'Amérique, est une date absolument fondatrice. On en parlait la fois d'avant. JFK en septembre, c'est les deux grands événements du XXe siècle, point barre pour les Américains. Et donc c'est assez drôle parce que dans chacun de ses films, il a cité l'assassinat de JFK à la fin de Bonnie and Clyde, par exemple, pour ceux qui s'en souviennent, hein, le bout de crâne qui sort de la tête de Warren Beatty est une citation très très directe du bout de crâne qui sort du crâne de JFK au moment de son assassinat. On pourrait citer beaucoup d'autres exemples évidemment, Little Big Man, Georgia, La Fugue, qui est un film incroyable sur l'assassinat de JFK. Mais tout ça part, je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'assassinat, ça serait beaucoup trop long, mais tout ça part de ce fameux petit film qui avait été tourné par ce fabricant de Dallas, Abraham Zapruder, qui est sur le muret de Dealey Plaza où JFK passe le 22 novembre 1963 alors qu'il est en pleine campagne pour sa réélection au Texas. Il est à Dallas et il passe sur Dealey Plaza et là donc il va se faire assassiner et ce badaud avec sa caméra Super 8 filme évidemment malgré lui l'assassinat du président américain et filme malgré lui le film le plus analysé de toute l'histoire du cinéma tout simplement. Bon. Un film qui dure 26 secondes. Bon. Et alors
L'histoire est un petit peu longue, mais grosso modo, le film n'a pas été montré tout de suite au public. Il a été projeté lors de procès. Il y a eu des copies pirates. Ça a circulé sous le manteau. Enfin, il y a toute une très très longue histoire de ce petit film-là. Et bon, là, évidemment, le film existait. Il a été projeté pour la première fois à la télévision publique américaine en 1975. Et là, on va vous passer donc ce petit film. Alors, pourquoi on vous le passe? Parce que il y a eu tellement de films américains des années 60-70 qui ont travaillé à partir de ce film-là. Évidemment, le problème, c'est que c'est relativement codé à chaque fois. Eastwood, Altman, Monty Hellman, tous n'ont fait que des films là-dessus, mais de façon évidemment extrêmement détournée. Pour les Américains, c'est des choses qui disent tout de suite quelque chose. Quand je pense que quand on n'est pas américain, et en plus, plus le temps passe, plus c'est des événements qui nous semblent lointains, mais Un monde parfait d'Eastwood est un film qui ne parle que de l'assassinat de JFK, par exemple, et le film se déroule le 29 novembre 1963, quelques heures avant l'assassinat de JFK d'ailleurs, et la caravane qu'a Eastwood, comme Texas Ranger dans le film d'ailleurs, est celle qui devrait être présente sur le cortège présidentiel dans le film. Et Eastwood y reviendra dans La ligne de mire, où il jouera le rôle d'un quart du corps qui n'a pas pu éviter recueillir la balle qui a touché JFK, etc. Eastwood, c'est vraiment pour lui aussi un truc extrêmement important. Et donc, ce petit film est important parce qu'il était évidemment à l'époque, pourquoi il était autant analysé? Parce que vous savez qu'il y a eu d'abord la thèse selon laquelle c'était un seul tireur, Oswald, qui aurait tiré d'un bâtiment. Et puis, au fur et à mesure, a commencé à arriver le soupçon sur cette thèse-là. À cause de plusieurs choses. Il y a eu le 63, c'est l'assassinat de JFK, 64, le rapport Warren qui conclut en disant voilà, il y a un seul tireur, c'est Lee Harvey Oswald. Et plus les années vont passer, plus évidemment cette thèse va être mise en cause et les théories du complot vont fleurir. Jusqu'à encore aujourd'hui, jusqu'à des théories évidemment totalement farfelues et phénoménales. Mais en gros, la plupart des Américains, la majorité des Américains aujourd'hui, il y a eu un sondage fait il y a quelques années d'ailleurs, considèrent majoritairement que JFK a été assassiné par plus d'une personne, mais par contre, autrement dit, ils sont majoritairement convaincus qu'il s'agissait d'un complot, mais personne ne sait mettre évidemment un nom sur ce complot-là. Donc maintenant, c'est devenu un secret de polichinelle, l'assassinat de JFK est pour la majorité des Américains un complot, même si pour beaucoup, ça reste Oswald. J'en parlais avec Jean-Paul tout à l'heure, est sorti il y a quelques jours en France le dernier roman de Stephen King. Stephen King, vous avez tous lu, je sais pas, les Shining, ce genre de choses-là. Et il vient là d'écrire ce qui est pour lui sans doute son chef-d'œuvre, qui s'appelle le roman s'appelle 22 novembre 63, un roman de 1000 pages, qui est consacré à l'assassinat de JFK. Pour les gens de cette génération-là, c'est évidemment l'événement capital, comme pour Don DeLillo et beaucoup d'autres. Et donc c'est drôle parce que King, dans ce roman, qui est une sorte de saga absolument phénoménale sur les années 50 et 60, raconte à la fin, enfin écrit une postface où il explique finalement, mais il a la même position que Brian De Palma, il dit mais finalement, au fond, c'est sûr c'est Oswald qui a assassiné Kennedy. Il dit le vrai problème, c'est que pour que tout est histoire de balance dans l'histoire, c'est-à-dire que si on met à droite Kennedy et son assassinat, et tout ce que ça a entraîné, selon alors après c'est de la politique fiction, la guerre du Vietnam, enfin bon, on dit bon. Et de l'autre côté, on met quoi? Un petit gringalet qui a passé un peu de temps en Russie, qui s'appelle Lee Harvey Oswald. Au fond, la balance n'est pas équilibrée. Et que pour que l'interprétation de l'histoire fonctionne, il faut que la balance soit équilibrée. Et comment on a fait pour rééquilibrer la balance côté Oswald? On a mis des théories du complot. Je vais vite là-dessus, mais c'est absolument évidemment passionnant. Et qu'au fond, c'est sans doute, peut-être qu'effectivement, et King le dit, non. Et sans doute c'est Oswald qui a vraiment assassiné Kennedy, et De Palma lui le pense depuis le début. Mais De Palma lui il a une interprétation, on va voir ça avec Zapruder et Fantôme, qui est assez intéressante, et il dit comme Don DeLillo, au fond peu importe, là on est encore sur la question du vrai et du faux, peu importe de savoir qui a assassiné JFK, Oswald, XY, la mafia, les Sam Giancana, Johnson, le propre père de JFK, enfin bref, il y a évidemment 1000 théories du complot qui ont fleuri là-dessus. Et il dit, peu importe, au fond, l'assassinat de JFK a eu dans l'imaginaire américain à la fois tellement d'écho, tellement de résonance et tellement d'impact qu'au fond, même s'il n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est ce qu'a produit JFK, enfin, l'assassinat, indépendamment de la vérité. Et là, il est très de palmien, il dit de toute façon, la vérité, il n'y a pas de vérité. Donc on s'en fout de ça. Ce qui est intéressant, c'est l'impact évidemment que ça a eu. Et l'impact, on l'a avec ce petit film que là je vais vous montrer, qui donc dure 26 secondes. Et
une des raisons pour lesquelles les théories du complot ont fleuri, évidemment, c'est que, pour des raisons que je ne vais pas vous développer, parce que ça serait encore une fois trop long, mais en gros, il y a une partie des journalistes, des universitaires, du milieu intello-américain, qui, récupérant le film à la fin, au milieu fin des années 60, acquièrent la conviction que le film a été trafiqué. Le film qui était censé détenir la vérité, hein, n'oubliez pas que Godard disait le cinéma c'est la vérité 24 fois par seconde, ce à quoi De Palma répondait le cinéma c'est le mensonge 24 fois par seconde. L'image c'est le mensonge 24 fois par seconde. De Palma est aux antipodes de Godard, sur cette espèce de croyance selon laquelle l'image dit la vérité de ce qui est filmé. De Palma pense le contraire, hein, absolument le contraire. Et c'est évidemment pas étonnant. Et donc ils acquièrent la conviction que le film a été trafiqué. Or, comme le film est la seule preuve, il y a eu d'autres choses évidemment, visible de l'assassinat de JFK, on se dit qu'en enquêtant sur le film lui-même, on va en savoir plus sur l'assassinat. Autrement dit, c'est en analysant les images qu'on va mener une enquête politique. C'est pour ça que le cinéma de Palma et que le cinéma américain s'intéressant à ça est un cinéma naturellement politique, puisque l'enquête sur l'image est une enquête, c'est une investigation politique. On enquête sur le film d'assassinat de Zapruder, de Kennedy, pour arriver à la vérité de l'événement. Il y a cette croyance-là, si vous voulez. De Palma lui dit non. On pourra enquêter autant de fois qu'on veut, agrandir les photogrammes, développer, analyser, etc. On arrivera en bout de course qu'à du mensonge, qu'à du faux. Avec, vous avez tous vu Blow Up de Michelangelo Antonioni, hein, une séquence qu'il a vraiment reprise. À la fin, finalement, on tombe sur rien et le type, il y a 3 grains et le type dit « Regarde là, il y a un homme en train de faire ça ». Et quand on voit l'image, on ne voit rien. Vous vous souvenez de ça? Hein, évidemment, c'est une très très belle métaphore évidemment du rapport qu'on peut avoir aux images. Et donc ce petit film de l'assassinat de Kennedy Zapruder va beaucoup circuler sous les manteaux et infuser une très large part des films du Nouvel Hollywood. Et De Palma, il y a d'autres cinéastes dont je vous ai parlé, et De Palma va être sans doute celui qui, de façon la plus systématique, va reprendre l'assassinat de Kennedy dans tous ses films jusqu'à Snake Eyes. Voilà. Snake Eyes, qui est le grand film. Vous avez peut-être vu Snake Eyes, ça vous dit quelque chose? Ouais. Snake Eyes, qui est le film terminal sur l'assassinat de Kennedy, dans lequel il fantasme le fait qu'il y aurait eu une caméra, un zero eye, qui aurait permis de tout voir. Hein, parce que l'idée, c'est que, pour le dire vite, il y a cette croyance selon laquelle l'homme qui a filmé, vous allez voir ce petit film, le passage de cortège présidentiel, il y a un seul point de vue, il est tout seul avec sa caméra. On se dit, et s'il avait pu y avoir quelqu'un d'autre de l'autre côté, hein, tout simplement, le fameux contre-champ, 2 points de vue sur la même séquence, le même événement. Bon. Et là, peut-être que derrière Abraham Zapruder, on a souvent pensé qu'il y avait un policier de Dallas qui est en train de tirer, hein, là, avec l'autre caméra, on aurait pu voir cette image-là. Donc a commencé à surgir à partir des films d'Abraham Zapruder, cette idée qu'il y avait des choses qui manquaient dans ce film. Il manquait du son, c'est un film qui est muet, en Super 8 évidemment. Il manquait d'autres points de vue, il manquait des images, parce que certains pensent que le film a été trafiqué par le FBI, etc. Et donc le cinéma, c'est là que le cinéma intervient. Hein. C'est ça que c'est intéressant de le comparer avec le 11 septembre d'ailleurs. C'est là que le cinéma intervient, et le cinéma va, lui, avec tous ces films-là, développer le manque, hein, si vous voulez, du film d'Abraham Zapruder. Vous avez tous vu Blowout de Brian De Palma. Blowout, c'est une reprise mais intégrale de l'assassinat de JFK et du film d'Abraham Zapruder. Et cette fois, le manque que comble le film de Palma, c'est évidemment le son. Hein, il imagine qu'au film d'Abraham Zapruder, on aurait eu un son. Et effectivement, peut-être qu'on aurait entendu des coups de feu alors qu'on ne voit rien à l'image. Parce que c'est un film et muet. Bon. Et voilà. Alors là, je vais vous passer donc, cette fameuse séquence qui dure donc 26 secondes. Jean-Paul, on la passe 3-4 fois, hein, parce que c'est extrêmement court. Elle va passer d'abord à vitesse normale et ensuite un peu au ralenti. Alors, dites-vous bien, on ne va pas l'analyser. Là, pour le coup, c'est plus que la nuit, c'est pas possible. Sachez que le film comporte 477 photogrammes, que vous allez voir là, qui ont tous été répertoriés évidemment, tous été multi-analysés, à n'en plus finir, des gens qui ont passé des mois sur un seul photogramme, donc c'est pas en une vision, en fait vous n'allez rien voir, sauf 1 ou 2 choses, et surtout une séquence qui va vous permettre, si vous regardez ce que vous voyez là, et pensez à la séquence de fin de Phantom of the Paradise, hein, c'est comme si vous voyez une série de configurations, quoi, de motifs. Hein, je ne vous demande pas de voir dans le détail, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on voit, quoi. Vous allez voir la façon dont ce que vous voyez à l'écran sera repris, détourné, changé dans beaucoup de films américains. Donc là, vous allez le voir donc, à vitesse réelle et ensuite au ralenti. Et après, on en reparle. C'est parti.
Et ça fait très peu de temps, ça fait une quinzaine d'années qu'on peut voir ce film de façon aussi nette. Il a été nettoyé, si vous voulez. À l'époque, c'était beaucoup plus flou que ça. Les numéros que vous voyez en bas à gauche, sont les numéros des photogrammes. Et soyez très attentifs au moment où vous allez arriver au numéro 313. En fait, il y a différents formats parce que le film à l'époque avait été tourné avec une caméra et un certain type de pellicule. Donc au début, on a vu, voilà, ça c'est ce qu'on. Là, c'est un plan qui est serré. Alors pour le dire vite, si vous voulez, il y a Kennedy d'abord. Là, on sent une coupe, par exemple. Voilà, là, Kennedy est touché, relève les bras. Jackie Kennedy se dirige vers lui. Bon, il y a beaucoup évidemment de détails. Là, il est déjà touché. Et au 313, hein, c'est la fameuse balle soi-disant de Oswald. Son crâne explose. Quelque chose sort du crâne de JFK. Jackie Kennedy se précipite sur le capot pour aller récupérer ce qu'elle a vu évidemment sauter. Et elle revient dans la voiture. Et là, la limousine part pour l'hôpital Parkland de Dallas. Et une demi-heure après, Kennedy sera déclaré mort. Bon. Et donc là, on va le revoir parce que évidemment, il y a beaucoup de détails. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement le film qu'ont vu à la fois les gens des jurys, des jurés, pardon, des journalistes, etc. Avec le sentiment de voilà, là vous allez voir pourquoi. Voilà, là, on sent qu'il y a une coupe. Alors très vite. Voilà, là, ce qui est intéressant, c'est que Kennedy évidemment est touché. La question est de se dire est-ce qu'il est touché par une balle avant ou arrière. Et là, vous allez voir, il prend une balle. Voilà. Alors toute la question, évidemment, c'est la naissance du cinéma gore, hein, là. Hein. Il faut savoir que le cinéma gore, il naît exactement dans cette image-là de la réalité en 63. Hein, c'est-à-dire que, évidemment, une des raisons qui explique aussi l'arrivée, de cette façon, de la violence dans le cinéma américain de la phase des années 60, c'est que le cinéma doit presque se remettre à la hauteur, évidemment, esthétique, quand à l'époque on a Doris Day et Rock Hudson et qu'on voit cette image-là, vous comprenez l'écart esthétique absolument énorme à combler. Et le Nouvel Hollywood, en fait, c'est comment, à la fin des années 70, arriver à faire de cette image une image de cinéma. Hein, revenir à la hauteur traumatique, hein, de la réalité, si vous voulez. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, qui ont envie de voir des films de Romero, n'oubliez pas qu'en 78, dans Zombie Dawn of the Dead, la seule façon, hein, pour l'humanité de survivre, l'acte le plus simple qui soit, c'est de tirer une balle dans le crâne des zombies. Autrement dit, ce qui en 63 était totalement exceptionnel, une balle dans la tête du président, devient, hein, 15 ans plus tard, presque un motif absolument récurrent. Hein, comme toujours, pour faire le deuil d'une image, il faut arriver à l'approcher, à la remettre en scène, à la produire, etc. Bon. Évidemment, ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'on voit dans cette séquence? C'est les motifs, si vous voulez, de l'assassinat Kennedy, c'est quoi? C'est une fête. Alors c'est un cortège présidentiel, alors ça peut être un spectacle, enfin peu importe. On a un couple. Hein, alors là, le couple, c'est JFK et Jackie Kennedy. Gardez ça en tête parce qu'on va y revenir sur Phantom of the Paradise, évidemment. JFK, donc il est à l'avant de la voiture. Jackie Kennedy, qui a un tailleur rose, très important. Hein. Encore une fois, le tailleur rose dans l'imagerie américaine des années 70, c'est le tailleur qu'a Jackie Kennedy le jour où JFK est tué. C'est pas avoir un tailleur rose, c'est pas avoir un tailleur jaune, si vous voulez. Ça renvoie très précisément, évidemment, à ça. Ensuite, on a évidemment l'idée d'un tireur embusqué. Hein, là, on ne sait. Alors, la question, est-ce qu'il y en a un ou deux? Alors, je dis ça parce que vous avez vu que la tête de JFK part en arrière. Alors, c'est du détail. Mais à l'époque, le magazine Life, qui avant que le film soit montré, avait publié quelques photogrammes de ce film-là.
Et dans le magazine Life à l'époque, ils ont mis du temps, d'abord en noir et blanc, les images les moins violentes, et puis au bout de quelques mois, ils ont sorti les fameux photogrammes où on voit le crâne de JFK exploser. Mais à l'époque, il y a quelque chose qui évidemment va éveiller tous les amateurs de conspiration, les gens qui s'interrogent tout simplement sur ce qui est arrivé à JFK, c'est qu'à l'époque, lorsque Life publie les photos de l'explosion du crâne de JFK, les photogrammes sont intervertis. Ça veut dire que le photogramme qui est après, normalement, l'explosion du crâne est mis avant et vice-versa. Ce qui veut dire que quand vous regardez la succession des photogrammes, vous avez le sentiment que la tête de JFK part en avant. Vous comprenez ? Alors que dans le film, elle part en arrière. Il suffit évidemment d'intervertir les photogrammes, c'est juste un problème de montage, quoi. Et à l'époque, on s'est dit, beaucoup de gens se sont dit, oui, mais alors, pour quelle raison Life a interverti les photogrammes ? Parce que, tout ça, on est du côté de la conjecture et de l'hypothèse évidemment, tout simplement parce que à l'époque, la thèse du tireur isolé, le tireur isolé en l'occurrence Oswald, est situé derrière JFK. Le Texas Book Depository d'où aurait tiré Oswald est derrière lui. Autrement dit, si la tête part en arrière, il y a fort à parier que le coup soit, il y a une des balles. Il a reçu 7 balles, JFK. Une des 7 balles soit ait été tirée depuis une position avant. Si vous voyez ce que je veux dire. Autrement dit, pour qu'il y ait complot, il faut qu'il y ait 2 personnes. C'est vrai que c'est très important dans les débats américains. C'est pas Oswald, en fait, on s'en moque un petit peu. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu un tireur unique ou pas. Qu'il y en ait eu 1 ou 2, ou 1 ou 50, ça ne change plus rien. C'est que dès lors qu'on passe de 1 à 2, c'est ça le grand cap. Dès qu'il y en a 2, ça veut dire qu'il y a complot. Après, il peut y en avoir plusieurs, c'est autre chose. Et donc, évidemment, beaucoup de gens accusent à l'époque Life, soi-disant commandité par le FBI, d'avoir trafiqué, non pas les images, mais l'ordre des images. Et comme la tête de JFK part en avant, accréditant la thèse que toutes les balles viennent de l'arrière. Alors que dans le film original, comme ça que quand le film va être analysé à la fin des années 60, sous le manteau, et que les gens vont découvrir la vérité du montage, parce qu'ils ne l'avaient pas jusque-là, ils avaient juste les images de Life. Ils vont dire, mais finalement, la tête de JFK ne part pas en avant, hein. Elle part en arrière. Moralité, il y a donc eu une balle qui a été tirée d'une autre position. Et ça, ce petit détail va évidemment terriblement alimenter évidemment les théories du complot. Alors, pour faire court, parce que c'est évidemment très très long cette histoire, ce petit film a tellement d'importance. Il y a presque un des derniers films qu'il a pris à bras le corps et qu'il a traité, c'est évidemment le JFK d'Oliver Stone. Vous avez peut-être vu ce film d'Oliver Stone 92, hein, le JFK d'Oliver Stone. Oliver Stone croit à la thèse du complot. C'est la thèse qu'il défend. Et, De Palma, il ne croit pas du tout, par exemple. Chacun a évidemment sa vision de ça. Et Oliver Stone, le film, son JFK, à mon avis, qui est absolument incompréhensible, on peut voir comme un thriller, pourquoi pas, mais qui est incompréhensible pour un spectateur, à mon avis, non-américain, le JFK d'Oliver Stone, tellement le film est truffé de théories, de détails, emmagasinés depuis 40 ans dans l'histoire de l'Amérique. C'est quelque chose de complètement fou, des vols de pigeons, tout y est, quoi. Et le film commence avec la reprise du film d'Abraham Zapruder. Vous l'avez vu, le JFK d'Oliver Stone, hein? Ça commence comme ça, on revoit ce film-là, et au moment où la limousine arrive devant le fameux panneau, on a le sentiment qu'il y a une saute avant qu'il soit touché par la balle, le film s'arrête, écran noir, on entend un tir, on entend des bruits de pigeons, hein, ça c'est très important, la question des envols de volatiles dans le cinéma américain de cette époque-là, parce que ça renvoie toujours évidemment à l'assassinat de JFK. Et là, le film, pendant 2h15, va tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé pendant ce moment noir. Hein. Et tout le film, en fait, vise à refaire, à reconstituer, à remplir les trous, les blancs de l'assassinat de JFK. Et après, il va remettre en scène, littéralement, le film d'Abraham Zapruder. En fait, il substitue un film sur lequel, en fait, qu'on n'a pas réussi à analyser, hein, sur lequel il y a un doute, il va lui substituer un film avec un sens absolument plein qui montre qui a tiré, pourquoi, etc. C'est très intéressant, le fantasme d'une histoire. Ça, Oliver Stone, il filme du point de vue du fantasme d'une histoire pleine, alors que De Palma, évidemment, pas du tout. Et donc, en regardant ce film-là, si vous voulez, il y a une série de motifs. Alors le couple présidentiel, alors ça peut être un couple de sénateurs, peu importe, le couple politique, la question de la parade, hein, le public aux abords de Dealey Plaza, qui est voilà, l'idée d'un tireur isolé, l'éclatement du crâne, ça qui est en 63, qui a introduit le motif de la défiguration au cinéma. Hein, c'est très très important, il y a eu d'autres images très importantes, notamment du Vietnam, mais celle-là, elle est évidemment fondatrice. La question du complot, hein, très très importante. La question de
du petit film qui détiendrait la preuve d'un événement. Ça, c'est quelque chose qui va infuser tout le cinéma américain des années 70. Ouais. Chercher un petit film pour se dire, bah, tiens, si on l'analyse, on va pouvoir... C'est un mélange entre Zapruder et Blow Up, quoi, si vous voulez. Voilà, la liste est longue, je m'arrête là. Mais en gros, pour dire, si vous voulez, que quand vous revoyez maintenant la fin de Phantom of the Paradise, parce que je prends un exemple parmi d'autres, mais il faudrait reprendre, il y a beaucoup d'autres films, c'est que le couple, on l'a. En l'occurrence, Phoenix et Swan jouent dans le film, alors j'y reviendrai, c'est un peu plus subtil que ça, l'équivalent de Kennedy et Jackie Kennedy. La corolle rose énorme, à un moment donné, dans lequel vous avez vu cette très belle corolle rose, est évidemment un renvoi plastique au tailleur de Jackie Kennedy. Le tireur embusqué que vous voyez, c'est la vision d'Oswald que nous, on ne voit pas. D'ailleurs, le film cite aussi, alors ça c'est un peu compliqué, mais il cite aussi un autre film d'un cinéaste qui s'appelle John Frankenheimer, qui s'appelle Un crime dans la tête. Crime dans la tête, un film de 62 qui raconte l'assassinat d'un sénateur en lice pour la présidentielle américaine. Et le film est une mise en scène de l'assassinat de JFK, un an avant l'assassinat de JFK. Quand JFK est assassiné, on demande évidemment au studio de retirer le film de l'affiche. C'est quelque chose qui est évidemment complètement fou. C'est que le film avait montré l'assassinat de JFK, son modus operandi, un an avant. Vous imaginez que quand JFK était assassiné, il est hors de question de laisser un crime dans la tête. Très très grand film, Manchurian Candidate en anglais. John Frankenheimer, sur les écrans. Et donc là, De Palma repart aussi à la source de l'assassinat de Kennedy, en l'occurrence ce film-là. Alors là, il faudra avoir le temps de le revoir, mais il cite aussi très directement le film si vous voulez, de John Frankenheimer. Après, on se dit, oui, mais où est Oswald? La question, c'est qu'une fois qu'on a repéré tout ça, la parade, l'assassinat en direct à la télévision, qui renvoie évidemment à cette idée que la séquence va être filmée, le mariage, et c'est là, bon, une fois qu'on voit, on a identifié, on se dit oui, effectivement, oui, je vois très très bien, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est de se dire, au fond, deux choses, parce qu'on ne va pas développer ça pendant des heures, mais deux choses. La première, c'est que là où la séquence, parce que c'est gentil de remettre en scène une séquence, mais la question c'est de faire avancer le public, quoi. C'est de se dire qu'est-ce qu'on apporte, quel commentaire on apporte sur l'assassinat de JFK en faisant ça. Alors il en fait plein, De Palma, mais je retiendrai là pour l'instant que deux. Le premier, c'est ce que je vous disais au tout début, c'est qu'à l'époque où le film de Abraham Zapruder sur cette JFK apparaît, il y a cette croyance, cette vieille croyance, selon laquelle, en fond, il y a une distinction entre le vrai, évidemment, et le faux, et que la vérité d'un événement, elle est captée par la caméra ou son enregistrement. Autrement dit, à l'image, ce que je vois, je filme une chaise, c'est une chaise. Voilà. Alors qu'à l'époque du film d'Abraham Zapruder, il y a aussi des gens qui ont accusé le FBI ou d'autres officines d'avoir maquillé le film, et notamment d'avoir exagéré la tache de sang du crâne de JFK. Certains pensent que c'est un effet spécial. C'est assez génial, on n'en sort évidemment jamais. Évidemment, il est aussi bien la preuve du vrai que la preuve du faux. Tout dépend de quel point de vue on se place. Pour certains, la tache rouge est exagérément importante par rapport à la balle qu'aurait tiré le fameux fusil d'Oswald. Donc certains disent, cette séquence-là, ce n'est pas la preuve de la réalité, c'est la preuve du faux. Et vous comprenez bien qu'on n'en sort évidemment jamais. Et la preuve du faux devient la preuve du vrai, et vice-versa. Donc ça c'est intéressant parce que ce que dit De Palma là-dedans, en mélangeant en permanence le faux et le vrai, le pire, le réel du spectacle, soi-disant sa vérité comme un événement presque du spectacle lui-même. Le réel, c'est le coup du spectacle. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire quoi? Il nous dit finalement l'assassinat, l'éclatement du crâne de JFK, le fameux Z313, c'est le nom de code si vous voulez. Quand vous dites 313 à un Z313 américain, il sait très bien que ça renvoie au fameux photogramme où son crâne explose. Voilà. C'est un truc qui est rentré dans la culture pop américaine aujourd'hui, c'est le Z313. Il y a même des groupes de musique qui s'appellent Z313. Bon. Et quand vous dites Z313, on peut penser, c'est le commentaire de Palma sur le film de Zapruder, c'est que ce moment-là, finalement, c'est un moment qui amplifie, c'est ça qui est intéressant, le faux qu'est le film d'Abraham Zapruder. Le faux dans le sens où, finalement, on aura beau enquêter à l'infini sur le film, jamais, au bout de cette enquête-là, on aura la connaissance de la vérité de l'événement. C'est pour ça que De Palma dit c'est un leurre. Plus on enquête sur un film, plus on produit, alors indépendamment même de la question du complot, plus on produit quelque chose qui est de l'ordre, non pas du faux, mais où vrai et faux se mélangent. Alors qu'un cinéaste comme Oliver Stone, lui, croit encore à ça. C'est un basinien, si vous voulez. Oliver Stone, il croit qu'il y a le vrai, il y a le faux. Que quand on filme quelque chose, que ce quelque chose est et existe. Il y a une trace dans le réel. De Palma ne croit pas un quart de seconde à ça. Il n'y croit pas du tout. Pour lui, le cinéma, l'image, ce n'est que du mensonge, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, ce premier commentaire est intéressant parce que c'est une façon de dire, finalement,
ceux qui analysent le film d'Abraham Zapruder en espérant qu'il y a un secret qui est dans ce film-là et que ce secret va nous raconter, nous révéler l'histoire, De Palma dit pas du tout. On est dans une spirale du faux et du vrai, et que le faux alimentera le vrai. En tous les cas, on est dans cette espèce de tournoiement dont je parlais tout à l'heure, qui fait que ce que vous appelez vous le vrai, c'est un moment génial du faux. Donc on n'en sortira pas. Ensuite, il y a un autre commentaire, qui est un commentaire politique de Brian De Palma à partir de Phantom of the Paradise, sur la personnalité de JFK. C'est que vous comprenez bien que si on se dit que Jackie Kennedy, c'est Phoenix, d'accord. L'innocence, elle est belle, c'est la seule qui a, bon, elle s'est un peu droguée, mais bon, à peu près intègre, elle a vu que, bon, grosso modo, elle, ça passe. Par contre, si on se dit que JFK, c'est Swan, ça devient beaucoup plus problématique. Et évidemment, De Palma a été, bon, il a comme beaucoup de gens de sa génération, il explique très très bien, il dit, mais finalement, Kennedy, ça a été Camelot, quoi. Hein. Ça a été le royaume absolu, tout allait très très bien, etc. Et au fil des années, on s'est rendu compte combien, il le dit texto des entretiens, combien Kennedy nous a menti. Combien cette espèce de soi-disant âge d'or était déjà un âge complètement corrompu. Hein. Autrement dit, Phantom of the Paradise est un film extrêmement critique sur la figure de JFK, et de Dossier, qui a eu beaucoup d'ouvrages qui ont raconté combien JFK, c'était pas Alice au Pays des Merveilles, quoi, si vous voulez. Hein. Il y avait beaucoup d'histoires sombres entre son père, son frère, ses rapports avec les femmes. Voilà. Et peu à peu, on s'est rendu compte que, en gros, JFK, moment d'innocence, l'île aux enfants, si vous voulez, paradisiaque du moment américain. Et puis quand il est assassiné, d'un seul coup, on plonge dans le cauchemar. C'est pas vrai. Hein, c'est que ça, c'est le point de vue de Palma, c'est le point de vue de Clint Eastwood. Un monde parfait. Le titre, Un monde parfait, c'est évidemment une satire du monde tel qu'il était à l'époque de JFK. Hein, il est tellement parfait que les familles battent leurs enfants, qu'on assassine des gens à vue, etc. Alors qu'il y a dans la mythologie, pas dans l'imaginaire, mais dans la mythologie américaine, cette idée que JFK a été le dernier à incarner une forme d'innocence et qu'après lui, cette innocence a été rompue. Et alors c'est intéressant parce que quand vous revoyez un film comme American Graffiti de George Lucas, par exemple, George Lucas croyait à ça aussi. Lorsqu'il tourne American Graffiti en 1973, vous avez peut-être vu ce film, qui est un film bizarre parce que c'est un film plutôt qui a l'air, jusqu'à son dernier plan, qui a l'air plutôt un peu rétro, un peu amnésique, qui se passe au cours des années 50, qui veut oublier l'Amérique de Kennedy et du Vietnam. Et George Lucas disait, pour moi en 1973, après 5 années de films critiques à l'égard des valeurs américaines, de la politique américaine, de héros névrosés, de grands mea culpa, etc., moi j'avais envie de refaire un film qui redonne un peu confiance aux gens. Et il a décidé d'arrêter son film exactement à la veille, enfin en 62, de l'assassinat du président Kennedy. Comme si pour lui, en fait, l'âge d'or, c'est intéressant, hein, l'âge d'or c'était avant Kennedy. Et le jour où Kennedy est assassiné, là l'Amérique plonge dans le cauchemar. Sachant que pour ces gens-là, le Vietnam, c'est à cause de la mort de Kennedy. Enfin plutôt, c'est qu'il y aurait eu Kennedy, il n'y serait pas allé. Alors la fin d'American Graffiti, pour ceux qui s'en souviennent, c'est assez intéressant de se dire que tout va bien. Il y a un carton, on apprend ce que sont devenus tous ces jeunes des années 50, et ben on apprend que la moitié sont morts au Vietnam, etc., etc. Donc faisant vraiment reposer sur l'assassinat de JFK le devenir noir de cette jeunesse-là. Donc il y a cette idée, si vous voulez, dans la mythologie américaine, d'un moment d'Éden perdu, même encore aujourd'hui très très fort. Hein. JFK, Kennedy, c'est le dernier président que les Américains, les Américains, qui reste un mythe, si vous voulez. Depuis Kennedy, il n'y a pas de président américain qui a acquis cette stature. Carter, Reagan, évidemment Johnson, Bill Clinton, Obama, ça faudra qu'on voit. Hein. Mais c'est intéressant, c'est que Baudrillard le disait, c'est le dernier président en chair et en os, c'est Kennedy. Les autres, c'est des fantoches. Et c'est pas vrai, c'est pas faux, évidemment. Bon, ça serait trop long, mais bon. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte là que De Palma, en 1974, hein, on est quand même une dizaine d'années après l'assassinat de JFK, a une vision très critique de ce qui à l'époque est en train de se constituer comme une mythologie, la mythologie Kennedy, l'âge d'or, quoi. Le moment où tout allait bien, où l'Amérique était resplendissante, et puis un jour, il y a eu ce jour-là qui a fait basculer l'Amérique. Hein, on pourrait presque dire, Don DeLillo écrivait, c'est 7 secondes, il l'écrit dans son premier roman Libra en 71, il a une belle phrase, il dit « L'assassinat Kennedy, c'est ces 7 secondes qui ont brisé en deux ce siècle et l'Amérique ». Vous voyez l'importance dans l'imaginaire américain de l'assassinat Kennedy, c'est pas quelque chose, comme l'a été évidemment le 11 septembre. Hein, c'est 7 secondes qui ont brisé en deux ce siècle et l'Amérique. Et ce que racontent évidemment des gens comme De Palma ou d'autres, c'est finalement, on n'est pas passé du blanc au noir.
Il y avait déjà des zones d'ombre. Mais après, la question évidemment qui est importante, c'est de se dire, oui, mais qu'est-ce qui fait l'histoire? Est-ce que c'est la réalité de l'histoire, qui peut être discutée en fonction des historiens, ou est-ce que c'est la mythologie? Souvenez-vous de cette phrase de John Ford dans L'homme qui tua Liberty Valance, si la légende est plus belle que la vérité, imprimez la légende. Et le problème, il est là, c'est que normalement la mythologie a un effet retour sur l'histoire, et elle fait l'histoire autant que la réalité, de certaine façon. C'est pour ça que, ce que je vous dis là, je ne veux surtout pas qu'on pense que j'oppose histoire réelle et puis mythologie de l'histoire. Non, l'histoire, c'est aussi de la mythologie. C'est les deux en même temps. Et c'est ce que raconte évidemment aussi Kennedy. Alors, après, quand on voit le personnage de Swan, on se dit, effectivement, c'est un personnage. Alors, effectivement, c'est Camelot. Il filme Kennedy, il filme Swan comme on décrivait Kennedy à l'époque. Le royaume, la cour, les gens autour, les filles qui étaient fournies à Kennedy par le réseau, par des réseaux mafieux, etc. Ça, c'est la séquence du casting. Après, encore une fois, ce qui est très fort dans ce type de film-là, et comme beaucoup de films américains, c'est qu'ils ont l'air d'être des petites choses, comme toujours, et en fait, qu'on ouvre, c'est monstrueux. Nous, parfois, en Europe, c'est effectivement souvent un peu l'inverse, quoi. Bon, c'est énorme, puis on arrive sur une souris. Là, non. Là, c'est-à-dire que quand on rentre dans un film comme Fantôme, on se dit, on voit, évidemment, ça raconte aussi tout ce qu'on s'est dit, les influences littéraires, les genres, tout ce qu'on veut. Mais plus profondément, il attaque, si vous voulez, vraiment, au fond, vraiment ça. Alors après, évidemment, il y a une chose, c'est que la défiguration de Swan, c'est une citation, évidemment, de la défiguration de JFK. Et lorsqu'il prend la balle dans la tête. Et lorsque Jackie Phoenix dit à Swan, mais your face, what happened to your face, elle lui dit ça, à un moment elle le voit. Ça, c'est une reprise quasi directe des témoignages de Jackie Kennedy, qui, devant la commission Warren, explique ce qu'elle dit à ce moment-là. Lorsqu'elle voit son mari, elle se tourne vers lui et dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Lorsqu'elle va chercher son bout de crâne, parce qu'elle c'est assez atroce, parce que Jackie Kennedy, évidemment, elle reçoit des bouts de crâne de son mari sur son tailleur, elle ne le change pas pendant la journée, à bord d'Air Force One, elle est là alors que Johnson prête serment devant le cercueil de JFK, et Jackie Kennedy arrive évidemment à Washington, toujours le tailleur rempli des bouts de cervelle de son mari. Il y a quand même tout un truc autour de ça qui est évidemment plus que glauque, si vous voulez. Et ce que raconte à ce moment-là Phoenix, la réaction qu'elle a, c'est exactement la réaction du rapport Warren, et que les Américains ont beaucoup lu à l'époque. On attendait le témoignage de Jackie Kennedy, évidemment. Elle était aux premières loges. Elle dit exactement, elle reprend les mots de Jackie Kennedy à ce moment-là. Bon, après, on pourrait multiplier évidemment les exemples. Et puis, ce qui est évidemment, pour moi, la chose la plus intéressante, c'est qu'au fond, à la fin de Phantom of the Paradise, qu'est-ce qui gagne? C'est de se dire, qu'est-ce qui gagne à la fin? Enfin, qui gagne? Qui l'emporte? Swan est tué, parce que ses bandes sont brûlées, donc très bien. Winslow Leach, le fantôme, est mort. Phoenix reste, mais au fond, qu'est-ce qui reste encore debout, malgré tout ce qu'on a vu? C'est le divertissement et c'est le spectacle. C'est ça, évidemment, que raconte Phantom of the Paradise. C'est qu'au fond, le reste, ça a été que de l'épiphénomène, du détail, ça a permis à nourrir la machine spectaculaire, de divertissement, etc., etc. Mais ce qui tient debout, alors qu'ils sont tous, vous avez vu la caméra, c'est très, très beau, de toute façon, la caméra s'envole, tous ses bras levés, c'est une vision quasiment mythologique de la foule de zombies abétis par le spectacle. C'est ça aujourd'hui. Enfin, je veux dire, quand vous allumez la télévision, on a l'impression de voir ça toute la journée. Ça, c'est bon. Et c'est assez beau parce que c'est le moment, c'est ce que nous dit finalement Brian De Palma. Il a ouvert son film avec le regard de Swan, pardon. Il filme et il le clôt avec le regard impersonnel du spectateur zombie devant un spectacle total, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, ce qui gagne à la fin de Phantom of the Paradise, c'est évidemment le spectacle, si vous voulez. Voilà. Ouais. Ce que j'ai trouvé surprenant dans le petit film sur l'assassinat de Kennedy, c'est que quand il est touché, la voiture continue à avancer à la même vitesse comme si rien ne s'était passé. Ça m'a beaucoup surpris dans cette séquence. Alors c'est compliqué parce que, si vous voulez, dans toutes les théories, le problème, c'est que tout dépend comment on regarde ce film. Voilà. Soit on le voit comme un film vrai, c'est-à-dire qui n'a pas été trafiqué. Voilà, c'est possible. Auquel cas, on se dit effectivement, comment se fait-il que la voiture ne ralentisse pas?
témoignages des policiers qui, au contraire, certains vont dire le contraire. Comment se fait-il, alors qu'on entend des coups de feu, que la voiture n'accélère pas? Voyez, voilà, même vitesse. Alors, certains ont dit à l'époque, oui, mais il y a des photogrammes qui ont été enlevés, le film a été ralenti, précisément pour qu'on ait le sentiment qu'on reste à la même vitesse. Certains ont dit, mais pour quelle raison les hommes de main, là, les policiers qui sont autour du service de sécurité, ne se retournent pas? Pour quelle raison certains d'entre eux ne tentent pas d'arrêter la voiture? Toutes les images, toutes les situations, tous les personnages que vous voyez dans le film, ils sont 300 là-dedans. Ils ont tous été identifiés, tous interrogés. Certains ont pris des photos. Il y a même, je sais pas, quand vous voyez le cortège qui passe, il y a une femme avec un manteau rouge. Ça, vous voyez, enfin, elle a un manteau rouge, elle est un peu toute seule. Et cette femme s'appelle Maria Muchmore. Maria Muchmore, c'est quelqu'un qui a fait des photographies au moment de l'assassinat de JFK et qui finalement fait des photographies en contre-champ d'Abraham Zapruder. Et c'est elle qui fait la fameuse photo où on voit l'autre côté de la limousine avec la butte, le côté Zapruder, la butte. Et c'est sur cette photo-là, qui a été vue, revue et multi-analysée, qu'on a sur la petite butte quelque chose qui brille. Voilà. Et là, vous imaginez, ça a été l'entonnoir. Tout le monde s'est rentré évidemment là-dedans. Certains ont dit, mais ça, c'est la preuve que c'est la lunette d'un fusil avec le soleil. D'autres ont dit, mais ça c'est la preuve que les gens de Dallas, que la police de Dallas était impliquée, parce que ce qu'on voit luire, c'est l'étoile d'un shérif. Et bon, il y a eu des théories comme ça à n'en plus finir. C'est-à-dire que tout le problème, et moi pour avoir travaillé longtemps dessus, c'est-à-dire que si vous commencez à rentrer, enfin, c'est très fascinant en même temps de se prendre à ce jeu-là, évidemment. Il y a toujours cette idée qu'on va trouver la vérité dans l'image, alors qu'en fait, on ne trouve jamais... Enfin, là, c'est le principe des poupées russes, c'est-à-dire que chaque question amène une autre question, et en fait, on ne trouve que son propre fantasme. C'est l'effet blow-up. À la fin, je vois plus rien et je vois tout. Parce que précisément, je vois plus rien. Et donc tout le risque du film, quand on le voit, et c'est le risque en même temps naturel, et que tout le monde a couru, et que tant de gens aujourd'hui sur Internet, il y a encore des gens qui discutent à n'en plus finir de ce film-là, de ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Le moment où la limousine passe, on a un sentiment qu'il y a une petite saute, comme si des images, évidemment, avaient été coupées. Certains ont dit, alors JFK relève les bras, comment se fait-il que la trace de la balle sur son costume soit au même niveau que sur sa peau, alors qu'il est en train de remonter? Normalement, ça aurait dû faire remonter. Enfin, vous voyez, il y a des... Enfin, si ça vous intéresse, vous pouvez plonger là-dedans. Vous avez 10 ans de votre vie qui seront comblés, quoi. Mais c'est quelque chose, évidemment, passionnant. Mais encore une fois... il y a deux types, si vous voulez, de rapports et donc de types de films et de cinéastes. Il y a ceux qui pensent que c'est en analysant le film qu'on va atteindre une vérité objective absolue de l'événement et donc de l'histoire. Cette idée, ça c'est la vision classique qui est « je vois, donc je comprends, donc je connais ». La vision, c'est la connaissance. Voilà. Et puis, ça c'est... si vous voulez, c'est une vision, c'est une vision classique, quoi. Et puis il y a une autre vision à laquelle appartient évidemment De Palma. Lui, ça fait très longtemps que le film de Zapruder ne l'intéresse pas du tout comme preuve, ou en tout cas comme détenant un secret, mais ça l'intéresse comme un phénomène mythologique absolument fondamental. C'est-à-dire que si pendant 30 ans, autant de gens ont revu ce film, l'ont autant analysé, ont produit toutes les théories du complot, etc., c'est qu'au fond, c'est quelque chose qui est structurant pour l'imaginaire américain. C'est ce que disait De Palma. Si l'assassinat n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Tellement il a produit d'images, d'œuvres, tellement la production culturelle à partir de l'assassinat a été importante. Mais pour cette catégorie de cinéastes, si vous voulez, ou d'artistes ou d'intellectuels, on les appelle comme on veut, le film n'est qu'un moment du faux. À aucun moment, ils pensent qu'on va pouvoir, en analysant à la loupe, au ralenti le film, on va pouvoir comprendre évidemment des choses. Sachant qu'à l'époque, il y a le film d'Abraham Zapruder, qui est évidemment le film qui va circuler le plus connu, mais d'autres petits films sont réalisés, un peu avant, un peu après. Certains ont filmé des bouts de la voiture arrivant sur Elm Street, c'est la rue à laquelle se déplace le cortège présidentiel. D'autres ont pris des photos. Donc, ce qui est intéressant, et ça c'est l'histoire le montre, c'est que plus on a accumulé de documents photographiques sur l'événement, mais sur ce moment-là, moins on a compris ce qui s'était passé. Et c'est ça qui est évidemment... Alors, sur la balance dont je vous parlais au début, j'aime assez en fait là pour le coup cette théorie de Stephen King, c'est-à-dire qu'elle me plaît beaucoup.
Parce que c'est très compliqué de se dire d'accepter l'idée qu'il puisse avoir un déséquilibre aussi monstrueux. Comment un petit homme, avec tout ce qu'on sait sur Oswald, le type pas épaulé, un peu perdu, un peu bébête, un peu fou, maltraité dans son enfance, etc. Bon, comment cet homme-là a pu produire autant, et là je mélange le réel du fantasme, autant de dérèglements dans l'histoire de l'Amérique et donc du monde. Et donc pour que notre raison elle accepte ça, il faut rééquilibrer la balance, quoi. Et en fait, on se rend compte que, et ça c'est vrai, quand on s'amuse à y réfléchir un peu dans son coin, on se dit que le complot c'est rassurant. Parce que c'est à la hauteur de l'événement produit. On se dit, voilà, il y a eu des complots, on ne comprend rien, on ne sait pas qui, comment. Mais dans notre tête, il y a quelque chose qui s'équilibre. C'est-à-dire qu'il disons que ça donne un sens à l'histoire, ça lui donne du poids. Alors sinon, on est juste du côté de l'idiotie, mais au sens de Clément Rosset. Et la raison ne supporte pas l'idiotie, quoi. Et ça, c'est vachement intéressant. Enfin, je trouve ça psychologiquement extrêmement intéressant, l'affaire JFK, quoi. Et c'est pour ça que ça a autant excité les cinéastes, évidemment. La matière, elle est en or. C'est un mélange d'histoire, d'événements, de trucage, de faux, de réalité, d'images, de nouveaux régimes d'images. C'est qu'il est évident que ce film-là, et on comprend pourquoi avec d'autres, il y aura d'autres images qui, dans le cinéma américain des années 70, le Nouvel Hollywood, vont compter, et notamment du Vietnam. Il y a des images du Vietnam, on en avait peut-être parlé au début, qui ont eu beaucoup d'importance, des icônes très importantes évidemment, mais rien n'atteint évidemment celle de l'assassinat de JFK, et même la mort de Robert Kennedy. Vous avez peut-être vu ça, ça n'a pas du tout cette puissance-là. C'est qu'il y a pour le coup un avant et un après JFK, non pas d'un point de vue politique historique, ça se discute, c'est ce qu'on disait, est-ce que c'était si génial que ça avant, si catastrophique après? C'est même pas de ça dont il faut parler. Il y a eu un avant, un après, du point de vue du régime des images dans la culture américaine après 63. Et comme ça a eu un impact phénoménal, ça a métamorphosé toutes les images, or comme le réel se fait à partir des images, voilà, on est toujours pris dans cette espèce de... C'est un cycle sans fin, quoi. C'est un cercle, pour le coup, pas vertueux, mais totalement vicieux, quoi. Je vous ai totalement assommé, là. C'est Z313 pour tout le monde. Ouais. Non, il y a un truc qui est génial dans le film. Vous avez un micro, je vous entends pas bien. On a beau l'avoir vu 10-20 fois ce film, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux ce soir, c'est le cadre. C'est-à-dire c'est comme le film des Frères Lumière, le train en gare de la Ciotat. C'est-à-dire qu'on a dit à propos du train en gare de la Ciotat, c'est que c'était le cadrage parfait. Et là, sur le film de Zapruder, un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que c'est un truc très classique du cinéma, le panoramique, etc. Et le moment, effectivement, où la tête explose, c'est pile le moment où il est presque en face, enfin, je ne sais pas exactement, peut-être que vous allez pouvoir me dire, il est quasiment en face de celui qui filme, quoi. Comme si Zapruder avait été... il est vraiment au bon moment. Qu'est-ce que vous tirez de... Quelle conclusion vous tirez? Aucune, mais sur un... Enfin, est-ce que... Enfin, si j'avais une question derrière ça, c'est que si vous dites qu'il y a eu... S'ils ont par exemple recoupé le film de Zapruder avec des centaines de photos, est-ce qu'il y a d'autres films qui sont filmés sur cette rue au même moment? Non, il n'y a pas d'autres films. Il n'y a que des photos. Les autres films ont été tournés avant. Parce qu'évidemment, ce qui est assez génial, c'est que... mais d'ailleurs, c'est presque le... c'est-à-dire que JFK aujourd'hui, à l'époque des téléphones portables, ça n'a aucun sens. Il y aurait 1000 points de vue immédiatement portés dessus. D'ailleurs, le 11 septembre étant d'ailleurs le dernier événement pas pris dans la folie des portables. Si le 11 septembre aurait eu lieu 4-5 ans plus tard, on aurait sans doute eu des centaines d'images de portables envoyées, etc. Là, ce n'est pas le cas. Dans le cas de JFK, évidemment, l'image, elle est rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'image, elle n'est pas rare. C'est presque au contraire l'absence d'image qui devient désirable. À l'époque, évidemment, pas du tout. Et donc, il y a très peu de gens qui ont des caméras Super 8, tout simplement. Et lui, il va filmer Abraham Zapruder. Beaucoup de gens font des photos. Il y a eu 2-3 tout petits films extrêmement courts qui ont été tournés au moment... Parce qu'en fait, la limousine a un trajet qui est évidemment...
très particulier, et elle passe, il y a Elm Street qui est là, et Main Street qui est une rue voilà, qui sort du centre de Dallas. Parce que Dealey Plaza, c'est à la périphérie de Dallas, après on part. Bon. Et à l'angle de Main Street et d'Elm Street, il y a des gens qui ont filmé, et notamment un badaud qui s'appelait Charles Bronson, qui n'est pas le Bronson qu'on connaît, mais qui avait tourné notamment parce qu'il y avait un passant qui avait une crise d'épilepsie. Et ça l'a amusé, il avait sa caméra Super 8, il a filmé ça. Et filmant l'épilepsie de ce parent-là, de ce passant, il a aussi filmé un bout du trajet de la limousine. Mais c'est surtout évidemment des photos qui ont été prises. Alors après, parmi les théoriciens du complot, certains disent qu'il y a d'autres photos qui ont été prises, qu'on n'a pas vues, que des gens qui ont pris des photos ont bizarrement disparu. Les fameux témoins dans la cause d'assassinat de Pakula, qui disparaissent mystérieusement. Certains disent, oui, mais c'est un commentaire de certaines personnes qui, le jour de l'assassinat de Kennedy à Dallas, étaient là, hein, sur Dealey Plaza, et ont aussi, pas disparu, sont morts, quoi. Alors bon, voilà, crise cardiaque, est-ce que ça a été provoqué ou pas, cancer, accident de pêche, etc. etc. Mais voilà. Puis l'autre chose, je trouvais intéressant que vous parliez de Snake Eyes, parce que dans la mesure où De Palma fonctionne uniquement sur la référence, et à partir d'un moment de sa carrière, il a commencé à faire de l'autoréférence jusqu'à Passion, son dernier film qui est clairement de l'autoréférence. Et justement, je ne sais pas si vous avez trouvé d'autres exemples dans les films de Palma. Et Snake Eyes est probablement le film où il se rend le plus hommage par rapport à Phantom of the Paradise. Ah bah oui. Ah mais Snake Eyes, c'est une double relecture. D'abord, c'est une relecture évidemment à mon avis, de Fantôme, mais relecture et de Fantôme et du rapport de Fantôme à l'assassinat de JFK. Hein, parce que là, je pense que De Palma, en fait, résout le problème Zapruder en disant finalement, qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir le jour de l'assassinat de JFK, le 22 novembre 1963 ? Un œil omnipotent, omnivoyant, m'abuse, 2000 caméras sur l'événement. Voilà. Et de là, on aurait pu avoir la vérité. C'est ça la croyance, hein, de Zapruder. Tout le fait que, Wilson, si on avait eu d'autres points de vue, avec cette croyance que la multiplication des points de vue finit par faire une image dans le tapis, et donc à produire une histoire pleine. Dans Snake Eyes, ce qui est génial, c'est que évidemment, il y a cette espèce d'œil-là, que l'œil va tout filmer, et à la fin va révéler, parce qu'il n'est pas découvert tout de suite, hein, le fameux Zero Gravity Eye, il est découvert à la fin, et ce que filme là Brian De Palma, lorsque Nicolas Cage découvre cette image-là, il filme le fantasme de l'Amérique tout entière, d'un jour d'avoir peut-être un jour espéré être devant les images que le film de Zapruder n'a pas montrées, celles qui révèlent la vérité de l'assassinat de JFK. Je pense que, et filmant ça, il boucle. Il ne reviendra plus d'ailleurs après. Hein, au fond, il a tourné Fury, il a tourné Pulsion, il a tourné Body Double, il a tourné Blowout, évidemment, Greetings. Vous avez vu Greetings ? Hein, film de 68 dans lequel un des personnages est obsédé par l'assassinat de JFK, puis s'amuse à faire sur le corps nu de femme, à refaire le trajet des balles. Hein, c'est son obsession. Alors il compare, enfin c'est assez fou. Mais Snake Eyes, c'est évidemment le film terminal là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il s'offre à lui, puis il offre au spectateur le fantasme. Voilà, ce qu'on aurait aimé avoir, c'est cet œil-là. Hein. Mais est-ce que cet œil-là aurait donné quand même la vérité ? C'est évidemment toute la question du cinéma de Palma. Mais c'est pour ça que, en fait, je trouve que, enfin moi en tout cas avec le temps, je sais que le rapport de Palma à Hitchcock m'intéresse de moins en moins. Voilà. En fait, ça me fatigue un peu. J'ai l'impression que j'ai compris ce que fait De Palma avec Hitchcock, ça m'intéresse pas beaucoup. Alors que ce qu'il a fait, à mon avis, avec Kennedy et donc avec l'histoire de l'Amérique, me semble pour le coup beaucoup plus intéressant, plus retors, pour lui beaucoup plus secret aussi. Hein, alors que j'ai l'impression que voilà, le Hitchcock, c'est un peu le chiffon qu'il a très longtemps agité auprès des cinéphiles et des critiques qui adorent ça. Dire comment Vertigo, là vous avez vu Psychose, mais évidemment on est du côté de la citation presque ridicule, c'est-à-dire que le débouchiote sur la bouche de bon, oui c'est Psychose, d'accord, bon, et après. Alors que je pense que sur le travail qu'il a fait sur le Kennedy et l'histoire de l'Amérique, d'ailleurs il fera le Vietnam avec outrage aussi, ça c'est à mon avis beaucoup plus intéressant, quoi, me semble-t-il. Hein. Vous avez cité Fury plusieurs fois, c'est un film de Frisson aussi. Ah bah oui. C'est un autre... Bah, c'est un autre.
Alors, ce qui est intéressant avec parce que Brian De Palma est un fan de Fritz Lang. Et là, on parlait d'Hitchcock, et je pense que, évidemment, bon, Hitchcock l'a influencé, mais je pense que, à mon avis, Fritz Lang a eu sans doute, comme beaucoup de cinéastes, pour le coup, de sa génération, Argento, Friedkin, ces gens-là, ils ont été très marqués par Fritz Lang, parce que Fritz Lang, c'est quand même, pour le coup, c'est le cinéaste qui s'est le plus, cette génération-là, intéressé à la question de la vérité, du mensonge, de l'illusion, des médias, Dr Mabuse, évidemment. Et dans Fury, qui à mon avis alors un film qui a 30 ans d'avance, hein, Fury. Je rappelle juste pour ceux qui l'ont, vous avez tous vu Fury de Fritz Lang, hein. Spencer Tracy qui est accusé d'un crime qu'il n'a pas ou commis, alors ça ne faut pas le dire comme la vérité, hein. Mais ce qui est passionnant, c'est que c'est un film de 36 et que dans Fury, il y a une séquence très célèbre au cours de laquelle, pendant un procès, hein, sont projetées des images qui sont censées, exactement l'équivalent de Zapruder mais 30 ans avant, sont censées innocenter le personnage. Si ce n'est, quand on regarde bien le film, que ces images sont fausses. Et donc, ça c'est un dilemme moral typique de Lang. Hein, je veux dire, les images sont fausses, mais elles disent la vérité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc je ne vais pas développer ça, parce que si on commence à rentrer sur Fury de Fritz Lang, ça va être monstrueux. Mais par contre, c'est intéressant, parce que Fury, c'est un film qui est dans ce rapport aux images, l'image comme preuve. On produit une image comme la preuve de la vérité. Or, cette image est un faux. Hein, ça, c'est Lang, évidemment, est le maître absolu là-dedans. Et Swan, la façon dont Swan est logé, regarde, contrôle, etc. Les caméras, c'est Mabuse, hein, les yeux de Dr Mabuse, qui est le dernier film allemand de Fritz Lang en 60. On sent que De Palma est totalement influencé par Mabuse et par Fritz Lang à ce moment-là. Swan, c'est un Mabuse contemporain, si vous voulez, de l'industrie du disque avec les moyens d'aujourd'hui. Mais c'est Mabuse, c'est la même chose, quoi. Bon, là, c'est pour ça qu'à mon avis, je pense que Lang et Zapruder, ou Lang et Kennedy, ce sont les deux tutelles, si vous voulez, de Fantôme. Beaucoup plus qu'Hitchcock. Beaucoup plus qu'Hitchcock, quoi. Enfin, en tout cas, dans celui-là. Et bien voilà. Écoutez, je vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour Taxi Driver. Bon, ça, vous avez déjà vu Taxi Driver? Bon, vous venez quand même le revoir. On en parlera un peu. Merci et puis bonne soirée.